pas à les poser dans le chat ou bien à lever la main. On a déjà noté plusieurs de vos questions qui ont émergé suite à l'inscription à ce café conversation. Donc, on va essayer de tout y répondre. Aussi, on aurait bien aimé enregistrer la session. Donc, C'est lancé de mon côté. c'est lancé, super. Voilà, donc peut-être que on va se présenter en tant que membre de la commission tout d'abord. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane Loquin, donc membre de la commission des doctorants de l'IMS depuis cette année. Je suis à l'université de Strasbourg et à l'école de commerce de Rennes en 3e année de thèse. Et Rémi, Et de mon côté, Rémi Montargès, donc je suis en deuxième année de thèse, c'est aussi ma 2e année au sein de la commission des doctorants de l'IMS, et je suis à l'université Paris-Dauphine. Il y a une 3e personne qui fait partie de la commission des doctorants de l'IMS, mais qui est congé maternité en ce moment, qui est Anastasia Markov-Legrand et qui est à l'université Savoie-Mont-Blanc, que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà si vous êtes déjà venu à des cafés conversations. Et voilà, et donc on est les 3 personnes qui font partie de la commission pour cette année et jusqu'à peut-être l'année prochaine où Anastasia terminera son mandat et peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Dans un premier temps, on va laisser Juliette et Émilie s'introduire elles-mêmes et raconter un petit peu leur expérience. Et puis ensuite, on fera un retour sur l'expérience sur le visiting en 3 parties, avec une première partie sur comment préparer son visiting, une seconde partie sur comment en profiter, comment ça se vit un visiting, et puis une dernière partie sur comment on le valorise et qu'est-ce qui se passe après le visiting. Et puis, ça sera l'occasion de ensuite prendre vos questions après, entre les questions déjà posées à l'inscription et puis les questions que vous pouvez avoir sur le moment. Voilà, donc n'hésitez pas hein, même à inscrire vos questions ou lever la main quand on aura ce temps-là. Et puis, vous pourrez prendre la parole sans problème. Et entre-temps, si vous pouviez juste désactiver vos caméras et micros pour qu'on ait une connexion qui soit stable, quelque chose de stable. Et puis, quand on donnera la parole, pas de souci pour rallumer sa caméra et son micro. Voilà. Émilie, Juliette, c'est à vous. Peut-être que Juliette, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc, Juliette Sermeno, 4e année à l'université, en doctorat à l'université Paris-Dauphine. Je travaille sur ma thèse, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur le lien entre les stratégies et les conditions de travail, avec un cas, le cas de l'hôtellerie, où je m'intéresse donc à la dégradation des conditions de travail liées aux stratégies d'externalisation du nettoyage dans les hôtels. Et j'utilise les perspectives féministes pour m'intéresser à ce cas, et je le précise maintenant parce que c'est lié à la manière dont j'ai construit mon visiting. Je vais pas plus loin maintenant, Rémi, ou il faut déjà que je... Peut-être juste, du coup, tu as fait un visiting où, dans quel cadre? Ouais, du coup, j'ai fait un visiting de mars à mai dernier à CBS, donc Copenhague Business School, au sein du laboratoire NPP, qui s'appelle donc Management, Philosophy and Politics, et qui va être bientôt renommé. Donc, pour celles et ceux qui candidatent à CBS, ils sont en train de changer tous les noms de labos. Et j'étais sous la direction de Florence Vissèche, qui elle est à la tête d'une équipe qui s'intéresse aux questions de diversité. Voilà. Et une de tes particularités, Juliette, si je ne me trompe pas, c'est que c'est un visiting que tu as fait hors programme, je veux dire, organisé toute seule et chercher les financements, etc. Oui, tout à fait, oui, parce que je sais que certaines, via le CEFAG notamment, ont des aides ou un encouragement à faire un visiting. Moi, je l'ai effectivement auto-organisé. Alors, à l'origine, ce qui s'est passé, c'est que quand même, je candidatais au CEFAG et c'est ça qui m'a poussé à avoir envie de faire un visiting. Donc, j'avais contacté mon encadrante à CBS, et puis finalement, j'ai pas été retenue pour le CEFAG et j'ai quand même décidé d'auto-organiser mon visiting en demandant des financements.
via des dispositifs de mon université. Je pense qu'on en parlera dans la première partie de préparer son visiting. Pour voilà, très rapidement sur quelques éléments de mon visiting, moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'était la question de voilà, m'inscrire dans une communauté qui aujourd'hui n'est pas existante en France, une communauté qui aborde les sciences de gestion depuis les perspectives féministes. C'est pour ça que je suis allée dans cette université, pour m'intéresser au sujet de diversité, etc. Et puis, c'était aussi principalement pour prendre du recul sur ma thèse et prendre le temps de commencer à rédiger par rapport à mes premiers résultats. Donc, moi, j'ai pas eu, et on va en reparler sous peu, j'ai pas eu en fait de projet d'article avec mon encadrante, et c'est pas quelque chose que je souhaitais mettre en place dans le cadre de mon visiting. Donc ça, je pense que je me permets juste d'intervenir parce que là, on empiète en fait, je pense, sur plein de sujets qu'on va aborder juste après. Ouais. Du coup, je me permets de me présenter très brièvement. Je m'appelle Émilie Ruiz, je suis maître de conférence depuis 5 ans. Je travaille en management de l'innovation et ce qui va sûrement le plus vous intéresser, c'est les expériences que j'ai eues en visiting. J'ai fait un premier visiting dans le cadre de ma thèse en début de 3e année. Moi, je l'ai fait au Danemark à Aarhus, à l'université d'Aarhus pendant 3 mois. Et j'ai fait un 2e visiting et j'en profiterai pour vous parler aussi d'autres possibilités hors école doctorale, etc. Juste avant de prendre mon poste, juste entre les auditions et le poste, donc ça c'était le visiting de rêve, pendant 3 mois aussi au Japon avec une autre bourse dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est les 2 expériences dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je fais juste une parenthèse sur le fait que le CEFAG que j'ai fait pour le coup finance effectivement, mais ça reste très minime par rapport au coût d'un visiting, mais on en reparlera juste après. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Donc, on va commencer par une première question assez généraliste qui a émergé. Comment candidater à un visiting? Quelles recommandations, conseils vous avez à donner à un doctorant qui peut-être commence son doctorat pour envisager cette expérience? Émilie, peut-être tu veux reprendre tout de suite? Ouais, très brièvement, en fait, l'expérience, déjà, moi, je conseille fortement à tout le monde de saisir l'opportunité de faire un visiting à l'étranger. C'est quelque chose qu'on envisage souvent dès le début de la thèse, qu'on ne réalise pas tout de suite parce qu'on a d'autres chats à fouetter quand on commence une thèse. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on commence à penser parce qu'il y a tout un tas de questions qui se posent. Où est-ce que je pars? Quand? Comment? Avec quel sous, etc. Donc, c'est quelque chose déjà dont on a le projet quand même relativement tôt. Ensuite, ce projet, il y a, je pense, 2 différentes choses. Alors après, on aura peut-être un autre point de vue que le mien, mais soit vous avez un directeur ou une directrice de thèse qui a un réseau et qui souhaite que vous partiez à tel endroit parce que la personne sait que vous serez encadré sur un sujet comme le vôtre et ça peut orienter votre préparation. Ou alors, moi, c'était pas mon cas, c'est vous êtes complètement libre d'essayer de trouver une personne, de voir où partir pour que ce soit pertinent. Et auquel cas, l'idée, c'est essayer de commencer à réfléchir, bien sûr, à un pays qui vous plaît, ça c'est évident, mais essayer de lister, moi j'avais listé quelques professeurs en fait, dont je lisais les travaux ou dont les travaux m'intéressaient. Alors moi, bizarrement, c'était pas un professeur vraiment cible, c'était un petit peu en marge, mais les travaux m'intéressaient quand même. Et les contacter ensuite. Et voilà, moi c'était un petit peu mais voilà, le premier point, je pense, c'est de se dire un visiting, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer sur votre CV, un séjour à l'étranger, votre réseau international, pour plein de raisons, ça va être une très grosse plus-value quand vous allez candidater à des auditions ou chercher un travail. Et même si vous changez de secteur, ça va être une très grosse plus-value. Donc, dans l'idéal, il faut partir. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais il faut partir si vous en avez la possibilité. Commencez à y penser et commencez surtout à réfléchir avec qui est-ce que ce serait pertinent, mais tout en gardant cette idée que votre direction de thèse peut vous aider, mais vous êtes aussi libre, vous, de chercher. Après, vous avez, et je laisserai la parole à Juliette juste après, mais vous avez 2 grands cas de figure, je pense. Soit vous partez vers un professeur très réputé qui souvent aura peut-être moins de temps à vous accorder. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous en accordera pas du tout, mais soit vous partez vers un professeur très réputé et qui vous accordera peut-être moins de temps, et là, c'est plutôt sur votre CV, vous dites que vous êtes parti dans telle institution sous la supervision de tel professeur, vous le voyez un peu, etc. Alors, ce que je vous dis, c'est caricatural, mais
de l'expérience que j'ai et des collègues que j'ai, c'est quand même généralement comme ça que ça se passe. Soit vous ciblez un professeur qui est peut-être un petit peu moins réputé, mais qui aura plus de temps à vous accorder et avec lequel vous pourrez peut-être faire plus de choses ou en tout cas travailler peut-être. Voilà. Donc, à mon sens, ça, c'est le démarrage, le point de départ, c'est ça, c'est faire un visiting à l'étranger, c'est très important. La direction de thèse peut vous aider ou pas. Et ensuite, il y a un petit peu, voilà, deux choses différentes. Est-ce que vous allez vers quelqu'un de très réputé ou est-ce que vous allez vers quelqu'un qui aura peut-être plus de temps à vous accorder? Moi, c'était en tout cas le point de départ des réflexions. Oui, alors moi j'ai eu à peu près la même démarche que toi. L'idée c'était, j'ai listé effectivement un ensemble de personnes qui m'intéressaient dans des pays qui m'intéressaient également, et ça vraiment ne négligez pas ça. Allez dans un pays où vous allez être heureux ou heureuse pendant les 2 ou 3 mois de visiting, c'est super important. J'étais assez libre de choix aussi. Moi j'ai pas une direction de thèse qui m'a imposé un visiting dans un lieu particulier. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis par contre renseignée en amont. J'ai appelé des maîtresses de conférences qui connaissaient une des personnes que j'avais listées, appelé aussi une ancienne doctorante qui avait fait un visiting avec la personne avec qui une des personnes à qui je souhaitais faire le visiting. Donc, j'ai un peu nourri ma réflexion, mais je me suis rendu compte de ce que tu viens de décrire, mais que j'avais pas encore décrit comme ça, c'est qu'effectivement, il y a vraiment ces 2 types de profils. Et moi, j'ai choisi plutôt le profil justement de la personne qui quand même est assez réputée, mais a du temps à t'accorder pour prendre des rendez-vous, pour te permettre de présenter aussi, t'accompagner, te permettre de présenter dans le laboratoire d'accueil, etc. Et ne va pas être à droite à gauche pendant que toi, tu es tout seul dans ton laboratoire, ce qui arrive parfois. Donc vraiment, là, je rejoins Émilie là-dessus. Renseignez-vous surtout sur les profils des personnes avant de les contacter et définissez bien aussi, je pense, vos objectifs personnels avant d'y aller. C'est-à-dire, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous dire, je veux forcément écrire un article avec cette personne, surtout qu'en première année, c'est délicat de se dire qu'on n'est pas forcément très au clair sur notre projet de thèse encore, il est en construction. Ça peut être délicat de se dire, bon, on va se lancer dans ces projets d'article avec une personne. Moi, je vous conseille de potentiellement le laisser émerger dans un second temps si l'occasion se présente lorsque vous arrivez en visiting. Mais c'est vraiment pas obligatoire et on va pas vous refuser sur motif que vous n'allez pas proposer de projet d'article. Ou en tout cas, peut-être que tu peux rajouter là-dessus. Non, un point très pragmatique, un conseil très pragmatique que je peux vous donner quand vous listez les professeurs et que vous les contactez, essayez, alors c'est pas très beau dit comme ça, mais essayez d'établir un classement dans vos préférences et de ne pas contacter tout le monde en même temps. Tout simplement parce qu'il faut vous dire que c'est un petit monde et que tout le monde se connaît. Donc moi j'ai eu de la chance que le premier que j'avais ciblé m'a répondu par la positive. Alors généralement il est d'usage de dire que les professeurs, soit ils vous répondent généralement positivement ou négativement, donc vous pouvez attendre quelques jours, une semaine par exemple, mais généralement il est d'usage de dire que si on ne vous répond pas assez rapidement, sauf cas exceptionnel où la personne est en congé maladie ou je ne sais pas quoi, généralement si on ne vous répond pas assez rapidement, c'est qu'on ne vous répondra pas. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est contacter les uns après les autres. Vous commencez par votre préférence, vous attendez 7-10 jours. Si vous n'avez pas de retour, vous contactez la deuxième personne. Mais ne contactez pas tout le monde en même temps parce que souvent, c'est des gens qui vont se connaître ou qui vont connaître des gens en commun. Ça peut se savoir et ça peut ne pas renvoyer une très bonne image. Moi, je n'ai pas eu l'intelligence de contacter des gens pour voir s'ils les connaissaient ou pas dans les 2 cas de mes 2 visitings. Moi, je me suis dit, oh bah tiens, ce prof, il bosse sur des trucs super. Je suis jamais allée au Danemark, j'aimerais bien y aller. Je ne connais pas du tout cette ville. Je vais le contacter directement sans chercher à savoir si quelqu'un le connaissait. Il a été très sympathique, heureusement pour moi. Mais j'ai fait un court mail, j'ai fait un très très court mail, j'ai mis mon CV en anglais, j'ai pas fait de lettre de motivation, j'ai mis mes points dans le... Voilà. J'ai fait mon CV en anglais, j'ai mis 1 ou 2, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir 2 articles qui étaient en français, mais que j'avais traduit les résumés, j'avais mis les articles. Et voilà, je lui ai juste fait un mail en lui précisant que j'avais trouvé des bourses. Donc déjà, ça, c'était un petit peu le point aussi qui est important de préciser, de dire on ne va pas forcément vous demander d'argent. J'ai eu la chance dans les 2 cas que les universités me fournissent une bourse supplémentaire. Mais voilà, quand vous contactez la personne, à cette étape-là de recherche d'enseignants, c'est très important que le contact soit court, il soit accrocheur, parce qu'il faut bien vous dire que des demandes comme ça, ils en reçoivent
énormément, même les moins réputés. Alors quand je dis moins réputés, on va toujours vers quelqu'un qui a un minimum de background, mais entre les top professeurs et même les professeurs un petit peu moins réputés, ils reçoivent beaucoup de demandes de ce genre. Donc voilà, l'idée c'est que votre mail il soit catchy, que vous mettiez votre CV en anglais, un mail assez court qui explique quel est votre projet et puis voilà que vous avez votre financement. Et donc vous les contactez les uns après les autres, vous laissez passer à chaque fois, ouais je dirais bien 7-10 jours et puis ensuite, si vous n'avez pas de réponse, vous contactez le deuxième, etc. etc. Mais voilà, il y a post-Covid, je ne sais pas quels sont les états des universités, mais en tout cas, moi je sais qu'avant ça, généralement, il n'y a pas de problème. Soit la personne vous dit, bah non, j'ai pas le temps en ce moment, je suis désolée, c'est pas une bonne période. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une liste qui soit non plus composée de 20 personnes. Mais en tout cas, voilà, ayez bien cette démarche d'attendre un petit peu et de faire les uns après les autres. Ça, c'est important. Ouais. Peut-être pour compléter, moi j'ai eu la chance également comme toi d'avoir une réponse positive dès ma première demande. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'avais demandé bien sûr conseil à votre direction de thèse avant d'engager des contacts. Et moi j'avais demandé à ma direction de thèse si elle voulait être mise en copie du mail. Alors peut-être que voilà, ça peut quand la personne est quand votre direction de thèse est un peu connue, que la personne en face voilà en copie du mail de la direction de thèse, ça peut aussi avantager en tout cas accélérer un peu la réponse. Voilà, ça peut être une stratégie aussi pour faire en sorte que les personnes nous répondent. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait comme toi un court mail sans lettre de motivation, juste ma motivation dans le corps du mail, très catchy, et j'ai cité ses travaux également, ce qui m'avait donné envie de la contacter elle, particulièrement 1 ou 2 articles voilà, qui avaient retenu mon attention, que je cite dans le cadre de ma thèse. Et donc, j'ai fait le lien aussi entre son positionnement en tant que chercheuse et le mien dans le cadre de ma thèse et pourquoi en fait nos sujets vont dialoguer ensemble. Pour ça, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site des universités les CV des profs et la manière dont sont constitués les laboratoires. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, mais en fait, vous avez vraiment accès en tout cas pour certaines universités où c'est bien fait, CBS c'est le cas, vous avez accès à tout la description du laboratoire, son positionnement, les différents sujets de recherche, et vous pouvez voir la composition des équipes, quels sont les chercheurs avec lesquels le chercheur que vous allez viser travaille, etc. Et c'est super important pour bien comprendre l'environnement dans lequel vous allez arriver, parce que parfois vous aimez bien un chercheur pour ses travaux, puis finalement vous vous retrouvez dans un autre type de laboratoire. Typiquement, là, moi, je suis arrivée dans un groupe qui s'appelait entrepreneuriat, et je ne savais pas du tout qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient sur l'entrepreneuriat. Et j'ai mis longtemps à comprendre, en fait, comment fonctionnait le labo là-bas, les différentes équipes de recherche, etc. Et je pense que si j'avais pris le temps de mieux rechercher en amont sur le site et de mieux faire ces liens, ce qui n'est pas forcément toujours facile à faire, parce que les sites ne sont pas toujours parfaitement, les organigrammes parfaitement dessinés, mais je pense que j'aurais pu mieux comprendre aussi le profil de mes collègues de visiting également. Après, j'enchaîne sur un autre point qui me semble important, c'est en parallèle de ces recherches-là, il faut engager les recherches de financement. Bien avant de partir. Et ça peut prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose aussi. Alors, je pense que pour la partie chercher un enseignant, on a balayé le truc. Pour la partie recherche de financement, pourquoi est-ce qu'il faut s'y prendre avant? Et c'est toute la difficulté, c'est que vous n'avez pas encore forcément un projet concret, pas même un professeur qui vous accepte, mais vous devez déjà avoir un projet concret pour chercher un financement. Vous devez chercher un financement avant, tout simplement parce que les dates d'envoi des dossiers seront parfois des mois et des mois et des mois avant. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors, j'ai fait 2 visitings. Le premier, j'ai contacté l'enseignant qui m'a reçu 1 an avant de partir en visiting, parce que en fait j'avais un dossier CEFAG à faire et que c'était bien de mettre la lettre d'invitation, donc je l'ai contacté 1 an avant. Et les recherches de financement, je les ai amorcées à peine quelques mois plus tard, mais vraiment à peine, parce que toutes les autres possibilités de financement, donc au-delà du CEFAG, il y avait l'école doctorale, ça peut être parfois le laboratoire, ça peut être l'université, mais en fait les dossiers, il fallait les rendre à peine quelques mois après. Enfin, il fallait que les dossiers de candidature soient soumis quelques mois après. Donc moi j'ai eu une bourse pour mon premier visiting au Danemark qui était en 2016. J'ai eu une bourse de mon école doctorale qui a complété celle du CEFAG et le dossier était à rendre en février. Et je suis partie, donc en février 2016, et je suis partie seulement en octobre 2016. Donc vous voyez le délai qui se passe. Donc un deuxième conseil qui doit être donné, c'est de démultiplier les recherches de bourses. Les bourses sont combinables. Vous pouvez en combiner plusieurs. Donc ne vous gênez pas. Cherchez les bourses et renseignez-vous. Souvent, on voit les mails passer de l'administration, de l'institution, bourse de financement,
financement, bourse de mobilité, etc. Allez voir sur les sites de vos universités, demandez à vos directions de thèse, demandez à vos écoles doctorales. Pour les plus gros laboratoires, je ne sais pas comment ça se passe parce que j'ai fait ma thèse à l'université Savoie-Mont-Blanc et nous, le laboratoire, c'était plutôt géré par l'école doctorale. Parfois, il y a des bourses de mérite. Parfois, alors pour les doctorants, nous, on n'avait pas de bourse régionale en Rhône-Alpes, mais voilà, il faut vraiment balayer tout ce qui est possible. Demandez à vos directions de thèse, demandez à vos écoles doctorales, ils savent exactement où. Allez demander, qui contacter, quand, ils sont au courant. Et puis, checkez quand même vos mails. Des fois, vous avez de bonnes surprises. Donc, moi, j'ai eu cette bourse doctorale, j'ai eu la bourse du CEFAG, et la chance que j'ai eue, c'est qu'au Danemark, ils m'ont mis une bourse de côté, ce qui m'a permis d'avoir un séjour de 3 mois très confortable. Après, je fais juste une parenthèse pour mon deuxième visiting au Japon de 3 mois. Donc, j'étais déjà allée au Japon pour d'autres raisons personnelles plusieurs fois. Et en fait, j'ai vu passer dans mes mails... ça s'appelle le JSPS, le Japanese Society for Promotion of Science. Partout en France, ils envoient dans les universités. Ils font ce qu'ils appellent des summer visiting et puis ils font aussi des bourses de post-doctorat. Mais ils visitent toutes les universités de France. Et moi, je me suis dit, attends, mon dossier va jamais être pris parce que, je sais pas, il y a eu je sais pas combien de candidatures et au final, mon dossier a été pris. Donc, vous voyez, je me suis dit, tiens, il y a une bourse spécifique pour aller quelque part. Ça me donne très, très envie d'y aller. Donc, du coup, j'ai contacté un professeur au pif que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, que personne ne... Enfin, on se connaissait pas du tout, on n'avait aucune raison de se connaître, qui travaillait un peu sur mes sujets, qui parlait un minimum anglais. Et voilà, quoi. Donc, vous voyez, des bourses, en fait, il en existe plein, pour plein de pays. Ça passe pas forcément que par les écoles doctorales ou que par les recherches personnelles. Des fois, vous avez des bourses affiliées à certains pays. Donc, tous les mails que vous recevez de l'administration ou qui partent dans vos spams des fois, n'hésitez pas à les regarder rien que pour ce genre de raisons. Mais en tout cas, voilà, recherchez les financements en parallèle du professeur et prenez-y vous vraiment, vraiment en avance parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce que j'ai les sous pour partir ou pas ? Je vais juste effectivement compléter sur le fait que également moi j'ai contacté 1 an et demi la personne à l'avance et je m'y suis pris 1 an avant pour les financements aussi, pour repérer au moins les financements. Après les dossiers sont partis dans le cours de l'année, mais pour les repérer, donc je rajoute que sur la région Île-de-France, on a des bourses avec Île-de-France Mobilité. Bon, la région Île-de-France en tout cas donne des bourses que moi j'ai pas sollicité mon année parce que je rentrais pas dans leurs critères, parce que je partais en 3e année, ils voulaient des doctorants en 1re, 2e année. Mais voilà, on a des bourses et effectivement, l'école doctorale dispose de tous les renseignements. Je vais pas revenir là-dessus, Émilie l'a très bien expliqué. Si ce que je voulais rajouter, c'est aussi moi sur la question du financement est liée au logement que vous allez pouvoir avoir en fait, dans le sens où si le visiting va vous coûter plus ou moins cher, ce qui va vous coûter très cher, c'est le logement. Au Danemark, moi j'étais aussi au Danemark, c'est extrêmement cher. Donc ça, je vous conseille très en amont de commencer à vous renseigner sur les logements que fournit l'université. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas réussi à en avoir alors que je me suis prise très tôt, parce qu'avec le Covid, tous les visitings de tout le monde se sont reportés au même moment, en même temps que moi, et donc les logements universitaires étaient complets au même moment. J'ai pas pu en avoir, et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté mon encadrante sur place qui a fait passer une petite annonce dans les réseaux internes de l'école, et j'ai eu le fils d'une prof de droit dans notre labo qui m'a envoyé un mail disant voilà, je peux te sous-louer mon appartement. Mais c'est très compliqué de louer pour des périodes très courtes, donc quel que soit le pays, je pense. Et donc le mieux, c'est quand même d'avoir les logements de l'université. Je pense que c'est le plus pratique et le plus rassurant, parce que moi, j'ai trouvé ça très stressant. À 1 mois et demi, j'avais toujours pas de logement. Et donc, je vous conseille très en amont de demander les logements, même si c'est très cher, de vous dire qu'en fait, vous pouvez potentiellement les prendre si vous avez accès à telle et telle bourse. Et connaître les prix des logements vous permet de justifier pourquoi vous demandez vos bourses et tel montant. Après, je me permets juste, chercher des fois, tu recherches une bourse, tu n'as pas encore une acceptation du professeur, donc tu ne sais pas encore dans quelle université tu seras. Donc là, pour moi, la recherche de logement s'enclenche quand tu as une réponse positive. Donc, si on part du principe, on raisonne de termes en matière de processus, vous avez cherché un prof, vous l'avez, vous cherchez des financements, vous les avez. Une fois qu'on vous dit oui, ok, c'est bon, vous n'êtes pas encore parti, mais vous savez que votre projet il tient la route. Quelles sont les étapes à suivre ? Bien sûr, demandez une lettre d'invitation. Si vous n'avez pas encore rempli toutes vos demandes de financement, vous joignez votre lettre d'invitation qui est très importante en disant oui, j'ai déjà trouvé, parce que certaines bourses, on vous demande est-ce que vous avez déjà trouvé ou non. Donc, vous demandez une lettre d'invitation qui va vous permettre justement de justifier tout ça. Bref, une fois qu'on vous a dit oui, je vous accueille de telle date à telle date, les étapes suivantes, c'est quoi ? Là, alors,
avant la question du logement, je fais juste une parenthèse qui, moi, ne m'a jamais concernée, mais qui a concerné plusieurs de mes collègues ou amis. C'est la question du visa. Il y a des pays où il faut des visas. Donc ça peut être très, très, très long et ça peut être coûteux. Donc ça aussi, c'est un élément à traiter très rapidement une fois que vous avez une réponse acceptée. Mais généralement, alors moi ça m'est pas arrivé, mais on peut vous mettre en relation avec les relations internationales de l'université. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le visiting accepté par le professeur pour qu'ensuite ça enclenche toute la partie administrative et logistique. Une fois qu'on vous a dit oui, s'il y a besoin d'un visa, mettez-vous en relation avec le bureau des relations internationales de l'université en question. Ensuite, la question du logement, effectivement. Premier truc à faire, impératif, demandez à l'université. C'est-à-dire que le professeur qui va vous recevoir, lui, il n'en saura rien, mais il va vous dire on a telle personne qui gère ça à l'université, donc demandez-lui ce contact et voyez avec cette personne quel est le process pour candidater, comment ça se passe, etc. Mais la première demande à faire, c'est une demande de logement universitaire. Moi, j'ai vraiment eu du bol parce que j'ai eu une chambre là-bas. Et que la bourse qui m'avait filée en fait m'a servi à payer le logement, donc ça c'était assez confort. Mais première chose à faire, ça va être ça. Ensuite, il y a toutes les autres options. Vous demandez effectivement, vous faites passer, comme elle l'a fait, vous faites passer un petit message et puis avec le réseau, ça fonctionne pas, peu importe. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'autres possibilités. On a Airbnb qui reste un petit peu abordable et qui sont remboursables dans les frais que vous allez engager. Ça c'est très très important de le spécifier parce que vous passez par une plateforme qui va vous générer une facture. Faites juste attention aux sous-locations des fois ou aux choses un peu plus hasardeuses qui ne vous permettraient pas d'avoir de justificatif et de vous faire rembourser. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je comprends qu'on puisse être en méga stress de ne pas avoir de logement ou de vite vouloir trouver un logement, mais prenez quand même le temps de penser à ça parce que des fois, on peut vous faire des sous-locations, on vous demande de payer en liquide, vous n'avez pas de facture, vous ne pouvez pas vous faire rembourser derrière. Mais voilà, votre demande de logement, elle doit, dès que vous avez l'acceptation, demande de visa si nécessaire, demande de logement, ça va être les choses les plus importantes à voir. La demande de logement, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Donc moi, je vous conseille vraiment, dès que vous avez la réponse, de foncer sur ce sujet-là. Et première étape, vous demandez à l'université en question. Ensuite, vous faites passer un petit message, comme ça a été fait dans le cas de ma collègue. Et ensuite, eh ben, vous pouvez chercher en troisième cercle par vos propres moyens en favorisant, me semble-t-il, plutôt des plateformes du type Airbnb qui ont peut-être des coûts plus accessibles et où vous pourrez être sûr d'avoir un remboursement. Ensuite, vous pouvez voir tout ce qui est logistique, effectivement, billets d'avion, de train, de ce que vous voulez aussi. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir tout préparé au mieux sur cet aspect logistique. Et vous voyez que c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment s'y prendre très en avance. Il y a la question de trouver le prof et les financements, mais même une fois que c'est accepté, ensuite, il faut encore trouver le logement, faire le visa, etc. Et c'est des choses qui prennent vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il faut vraiment se presser. Et l'idée, alors se presser, il ne faut pas non plus faire les choses à la va-vite, mais en tout cas, il ne faut pas se presser. Il faut avoir un délai suffisamment long. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais partir dans 6 mois, parce que 6 mois, ça peut être peut-être un petit peu court pour toutes ces raisons. Donc l'idée, c'est, vous avez cherché votre prof, vous avez cherché vos financements, vous avez été accepté, vous avez lancé les démarches administratives, c'est en cours. Et puis après, la prochaine étape, sauf si j'ai oublié quelque chose ou quelque chose qui ne me concerne pas, c'est avant de partir, être sûr que vous êtes OK sur tous ces points-là. Vous avez un logement, vous êtes en conformité avec toutes les questions de voyage, de visa, de ce que vous voulez. Juste avant de partir, vous recontactez votre enseignant suiveur pour lui dire « Hey, salut, tu te souviens, j'arrive dans quelques jours, est-ce qu'on pourrait se voir pas forcément le jour même, mais est-ce qu'on peut se voir dans la foulée ?» Et puis, prendre contact avant de partir avec aussi le secrétariat ou l'administratif, parce que c'est pas forcément l'enseignant qui vous suit, qui va organiser plein de choses pour vous. Donc, vous signalez, dire que vous arrivez, vous allez devoir récupérer des clés de logement peut-être, ou peut-être des cartes de BU, peut-être des clés d'accès pour aller dans une cafétéria. Donc, avant de partir, quelques jours avant, impératif, vous contactez le secrétariat de l'université pour leur dire, voilà, j'arrive. Et voilà, donc avant de partir, vous devez avoir fait grosso modo tout ça. Et puis, le petit conseil en plus que je vous donne, c'est prenez 1 ou 2 petits cadeaux dans votre valise avant de partir pour l'enseignant qui vous suit. Moi, j'avais amené aussi pour le secrétariat qui m'avait été d'une super aide, quoi. Donc voilà. Mais l'idée, c'est vous allez partir dans quelques jours, vous êtes au clair sur tout ça, vous avez vérifié, vous êtes bien en règle, vous êtes tout bon, vous prévenez les personnes que vous arrivez et voilà. Parfait, merci beaucoup, très clair. Donc, on a le processus en tête. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Une question aussi qui avait été posée, et c'est vrai, donc on a bien compris les intérêts
du doctorant à aller en visiting et quelles seraient les attentes de l'université d'accueil ou de l'école de commerce à recevoir un doctorant étranger ou même du même pays. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Ouais, alors moi j'en ai une qui est ce qu'elle est, hein. C'est toujours très bien. Je parle pas que de chiffres et de statistiques et de rapports, hein, c'est pas que ça, mais c'est toujours très bien de recevoir. Alors très honnêtement, on n'aura peut-être pas le même son de cloche de l'autre côté, mais moi très honnêtement, que ce soit dans mon visiting de 2016 au Danemark ou dans mon visiting de 2018 au Japon, dans les deux cas, j'ai été en contact avec le professeur, l'équipe, mais par contre, au-delà de ça, personne en plus de l'université ou de. Après, c'est toujours bien pour une université d'avoir pour les relations internationales, c'est toujours très très bien d'avoir ce genre de choses. Pas que pour une question de quantité, une fois de plus, hein, de chiffre de reporting, c'est pas la question, mais juste pour une dynamique de réseau, une dynamique internationale, évidemment. Voilà. Et c'est leur intérêt principal dans ce genre d'échange. Oui, surtout si on leur coûte rien, en fait. Et c'est ça qui est... Voilà, c'est qu'ils sont assez ouverts et contents de nous recevoir quand on leur coûte rien. Moi, les seules obligations que j'avais, entre guillemets, sur place, c'était d'assister au meeting d'équipe, ce qui change du fonctionnement des universités françaises. Et aussi de venir régulièrement à CBS, à la fac, alors que c'est pas forcément obligatoire dans la fac où je suis aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était leurs attentes d'un point de vue opérationnel, mais oui, mais leurs attentes effectivement d'un point de vue symbolique, comme Émilie, c'est effectivement du réseau. C'est créer du réseau, mettre l'école en réseau. Je pense que c'est aussi parce que c'est beaucoup une crainte quand on se lance dans faire la liste de personnes et commencer à réfléchir à écrire nos mails, arrive à se dire mais comment je vais intéresser la personne? Est-ce qu'il faut que je lui propose d'écrire plein d'articles? Non, Est-ce qu'il faut alors que je lui ça, propose de donner des cours, des machins, non, etc., moi etc. ça, je me permets de répondre à ça. Donc là, on revient un petit peu au truc initial avant de passer à une fois qu'on y est, comment ça se passe peut-être. Ça, il faut pas se mettre la pression là-dessus. Enfin, je veux dire, les gars ou les nanas, peu importe, on s'en fout, mais ils savent, hein. Je veux dire, ils ont les mêmes doctorants. Les doctorants, c'est les mêmes plus ou moins partout dans le monde. Et ils savent très bien, enfin, je veux dire, arriver et dire on va faire ci, on va faire ça. Je pense que c'est pas toujours si bien vu que ça. Voilà. Bien sûr, il y a des endroits que vous allez cibler qui sont peut-être excessivement élitistes, je ne sais pas. Mais moi, dans la plupart des cas de mes amis, mes collègues qui ont fait ce genre d'exercice, enfin, je veux dire, il ne faut pas partir en se disant « Ouh, je vais faire ceci, je vais faire cela », comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein. C'est si vous faites ça, c'est très bien, mais il ne faut pas se dire qu'on va faire énormément de choses forcément, que ça va déboucher sur plein de super trucs. Par contre, il ne faut pas se mettre la pression en mode bah tiens, pourquoi est-ce qu'on viendrait me voir, moi la pauvre petite. Moi, je m'étais fait la remarque en plus. Pourquoi moi la pauvre petite doctorante de l'université Savoie-Mont-Blanc? Voilà quoi. Mais en fait, c'est le jeu. Enfin, les visitings, c'est le jeu. On reçoit des étudiants étrangers nous dans nos labos. C'est le jeu des relations internationales entre universités. C'est le jeu du parcours doctoral. C'est comme ça, donc ils savent, ils sont rompus à l'exercice. Ils savent que vous êtes doctorant en 2e ou en 3e année. Ils savent à quoi s'attendre. Donc voilà, il faut démystifier ce truc-là de dire. Et c'est même plus douteux. Moi, des fois, maintenant, je reçois des demandes comme ça, mais c'est même plus douteux de se dire oh là là, quelqu'un qui nous promet tout ça. On sait très bien, enfin, comment ça se passe, quoi. Donc faites un CV, mettez quelques points clés une fois de plus, et voilà, enfin, ça suffit en fait. Oui, et puis vraiment fixez-vous vos objectifs personnels à vous qui peuvent être aussi indépendants de vos objectifs académiques. Je veux dire, ça peut être aussi, moi je sais que je me sentais pas suffisamment à l'aise avec l'anglais en première année et un de mes objectifs personnels c'était de pouvoir parler en anglais académique mais aussi dans la vie de tous les jours avec des collègues anglophones, etc. Et donc ça, c'est complètement OK. Vous n'allez pas le mettre dans votre lettre de motivation de votre mail, bien sûr, mais c'est OK d'avoir comme motivation de progresser sur l'anglais de tous les jours, voilà, d'avoir d'autres objectifs. Et ils le savent en face. Ils le savent quand ils vous voient arriver avec vos petits niveaux d'anglais de français. Ils comprennent bien pourquoi vous êtes là aussi. Et ce qu'ils ont à gagner, eux, c'est un membre de plus dans la communauté. Très sincèrement, moi, la personne qui m'a accueillie, c'est clairement pour ça qu'elle m'a accueillie, parce qu'elle sait qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, quand on va se revoir en conférence, je vais participer au même track, au même groupe de recherche qu'elle. Et maintenant, je suis aussi amie proche de ces doctorantes qui travaillent qui sont dans sa même équipe, son équipe de recherche. Et c'est ça leur intérêt, en fait. C'est un élargissement de l'équipe de recherche à l'international, quoi. Donc, c'est le jeu. Comme dit Émilie, c'est vraiment ça. C'est le jeu, ils le savent. Ils le savent. Voilà. Alors peut-être une autre question sur la préparation. Combien de temps devons-nous prévoir pour un visiting? Parce que c'est vrai qu'on est, on est tous contraints, on est tous sous la contrainte du temps de notre durée de doctorat. Donc est-ce qu'il y a, vous avez une durée en tête qui pourrait être un petit peu optimale? Moi, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai contacté l'enseignant, donc moi, j'avais l'histoire du CEFAC, c'était minimum 1 mois. Moi, je me suis dit, 1 mois, c'est un peu court, me semble-t-il. Alors, ça paraît court et long à la fois. En fonction, après, il y en a peut-être qui ont des enfants, il y en a peut-être qui ont des situations personnelles qui font que. Donc, bien sûr, chacun voit aussi sa situation personnelle et il n'y a pas de bonne façon de faire. Cependant, moi, l'enseignant qui m'a reçu m'avait tout de suite dit, 1 mois, ce sera beaucoup trop court. Parce que 1 mois, tu as eu le temps d'arriver, il m'avait dit comme ça, tu as le temps d'arriver, de poser tes valises, et une fois que tu t'acclimates au truc, c'est déjà l'heure de refaire tes valises et de repartir. Moi, il me semble j'ai fait 3 mois dans les 2 cas, il me semble que 3 mois, ce soit une très bonne durée. Si vous avez envie de faire plus et que les sous vous le permettent, vous pouvez, mais sincèrement, en moyenne, je pense que les visitings, c'est 2-3 mois, parce que c'est rare d'avoir des bourses qui vous permettent de faire plus. Et moins de 2-3 mois, moi, ça m'a l'air beaucoup trop court. Donc ça, c'est déjà je ne sais pas si tu auras la même remarque, mais moi, il me semble que ce soit la bonne période. Et d'ailleurs, des fois, pour des raisons de visa, moi, par exemple, quand je suis allée au Japon, dans ce cadre-là, le visa touriste ou le visa qu'on n'a pas besoin de faire plus, c'était 3 mois. Donc, il y a aussi plein de pays qui s'embêtent pas avec ça et puis qui disent, voilà, c'est très bien comme ça. Moi, je trouve que 3 mois, c'est idéal si on peut. Voilà, 3 mois, ça me semble parfaitement bien. Dans la foulée, je me permets de répondre à une question que tu n'as pas posée, mais c'est pas grave, qui va avec en fait. C'est aussi quand partir. Ça, c'est une question souvent qui revient. Quand est-ce qu'on part? Moi, la première année, je trouve que c'est complètement... j'enverrai jamais un doctorant. Si j'ai un doctorant, je ne l'enverrai jamais en première année. En première année, tu dois déjà t'inscrire dans ton propre réseau, dans ta propre université. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième année, why not? Mais la deuxième année, souvent, tu as ta mission d'enseignement qui commence. Donc là, tu es un peu coincé. Moi, le premier visiting que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, je l'ai fait en fait à la rentrée. Je me suis arrangée, donc j'ai commencé ma mission de cours de 2 ans, je l'ai fait en 2e année et j'ai tout de suite dit, j'ai un visiting à faire, donc pour l'année prochaine, le service, il va falloir qu'on voit autrement. Et là, ça m'a permis de partir entre septembre, décembre, à ce moment-là. En fait, en début de 3e année, tout pile. L'idéal et l'intérêt que ça présente, c'est que normalement, vous êtes censé commencer à songer à la rédaction. Donc moi, j'ai commencé à rédiger, j'ai de la chance à ce moment-là. Donc j'avais 1 an pour rédiger, ce qui était royal. Et en fait, j'ai passé 3 mois à rédiger ma thèse, quoi. Donc j'ai vraiment commencé à faire un plan, à rédiger, c'était bien. Donc c'était vraiment la période idéale, je pense. Il y a peut-être d'autres périodes idéales, hein, j'en sais rien. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai fait 2 mois et j'ai regretté de faire 2 mois. J'aurais bien aimé faire un 3e. C'est vrai qu'après, financièrement, il faut voir si ça passe. Moi, c'est vrai que là, la bourse que j'avais m'aurait peut-être pas permis de faire un 3e mois. Mais si vous pouvez, franchement, 3 mois, c'est super. Parce qu'au bout de 2 mois, on commence à vraiment bien connaître toute l'équipe de recherche, à bien s'entendre avec les gens et on regrette de partir à ce moment-là. Et je suis partie aussi en 3e année, 2e semestre de 3e année. Je recommande effectivement de partir... voilà, pas avant la 3e année. Après, je sais que parfois, ces personnes font des thèses en 3 ans et que la 3e année, ils ont envie d'être sur place chez eux pour écrire leur thèse. Mais je suis d'accord avec Émilie. Moi, je trouve que c'est un très bon moment aussi pour prendre du recul, être loin de son laboratoire, loin de ses données de terrain. De son directeur de thèse. De son directeur de thèse. Non, je rigole, j'adorais mon directeur de thèse. Ouais, moi, c'est pas ça qui m'a posé problème, mais c'était loin de mon terrain. Moi, j'avais un engagement émotionnel j'ai toujours un engagement émotionnel très fort à mon terrain et de prendre du recul, ça m'a fait un bien fou pour commencer justement à structurer un plan qui aujourd'hui est en train de plus s'établir. Donc là, je vais pouvoir commencer la rédaction de thèse cette année. Donc voilà, je l'ai pas fait exactement au même moment que toi, mais ça a été j'ai eu les mêmes bénéfices. Et sur le quand partir aussi, très très important. Ça n'a rien à voir avec votre carrière académique, pensez aux saisons. Moi, la personne qui m'encadrait sur place, j'avais prévu d'aller la voir à Copenhague, donc au Danemark, au début de janvier à mars. Elle m'a dit, oulala, fais attention, c'est une période où il n'y a pas beaucoup de soleil, où les gens sont plutôt déprimés, etc.
Elle m'avait un peu déconseillé. Donc voilà, si vous êtes assez sensible aux saisons, prenez le temps. Voilà, moi j'ai passé le printemps là-bas, j'ai pu tout faire en vélo, j'ai pas eu un seul jour de pluie, c'était incroyable. J'ai eu du ciel bleu tous les jours et je regrette pas d'avoir suivi son conseil là-dessus parce que ça faisait partie aussi du cadre de vie, c'était aussi important pour moi. Alors que moi, à l'inverse, je suis allée au Danemark en plein automne-hiver et j'ai adoré le temps qu'il faisait parce que j'adore ça. Voilà. Donc ça dépend. Je me permets juste, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à laquelle je peux répondre qui demandait si c'est la même façon d'aborder les professeurs pour les post-docs. Pour les post-docs, je dirais simplement que c'est parfois un peu différent parce que pour les post-docs, il y a un job description. Les post-docs, tu es sur des financements qui s'inscrivent par exemple dans des plus gros projets, des projets d'ANR ou des projets de chaire. Donc, tu as un recrutement entre guillemets, donc tu as un job description. Donc, en fait, pour un postdoc, à moins que toi, tu aies une bourse qui te permette de financer un postdoctorat, ce qui arrive aussi, là, je vais te dire oui, tu contactes de la même façon. J'ai une amie qui est avec Andrew Crane en ce moment en UK, qui a pris le Brexit dans la tronche et les visas, mais qui avait une bourse de postdoctorat et c'était à elle de chercher l'enseignant. Et là, oui, elle a eu la même démarche, elle a contacté, etc., etc. Mais dans beaucoup de cas, sur les postdocs, tu as aussi des job descriptions parce que tu réponds, entre guillemets, à une offre d'emploi. Donc là, tu as un sujet imposé, un professeur référent imposé, etc. Donc ça va un petit peu dépendre, voilà, un petit peu dépendre de ça. J'en profite aussi, voilà, il y a une main levée, Ryan. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour les points que vous mettez en valeur. Et j'ai une question, c'est sur le visa, on est considéré comme tourisme ou entre guillemets ou plutôt comme étudiant? Ça dépend. Moi, j'ai eu l'expérience que j'ai eue, par exemple, avec le Japon. C'était un séjour préorganisé avec le CNRS qui durait 3 mois pour avoir à éviter de demander un visa pour cette raison-là. Donc là, ça va vraiment, vraiment dépendre du pays d'accueil. Donc moi, le conseil que je te donne vraiment, c'est à partir du moment où tu as accepté quelque part, tout de suite, tu demandes à l'enseignant qu'il te donne le contact du Bureau des relations internationales et eux, en fait, ils sont tenus de savoir qui vient dans leur université. Donc eux, ils vont tout de suite t'expliquer toute la démarche. Okay. Mais ça va vraiment dépendre des fois. Je parlais de mon amie là qui est en Angleterre, enfin qui est en UK, et ben elle a eu le Brexit juste avant de partir et juste avant de partir, elle se retrouve à payer 10 000 € pour une famille de 4 parce qu'elle a des enfants pour un visa et à vite l'avoir pour pouvoir commencer, ça a décalé, etc. Donc ça, il faut vraiment prendre contact avec les relations internationales. Ça, c'est eux qui peuvent vous dire après selon vos situations comment ça se passe. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à la seconde partie, toujours sur la préparation. Donc, on a vu qu'il fallait envoyer des mails et en même temps chercher les financements, etc. Et c'est un peu cette articulation qui, parfois, me paraît un peu compliquée. J'ai l'impression que parfois, pour faire des demandes de financement, ils nous demandent déjà l'université, la lettre d'accueil, les dates, etc., etc. Et en même temps, c'est un peu un cycle où il faut que je prépare ça avant, mais j'ai besoin de ça, et alors, je ne sais pas par où commencer, quoi. Ouais, je me permets juste, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, dans les dossiers, souvent, on te demande, dans les dossiers de financement, on ne vous demande pas clairement, c'est pas imposé d'avoir déjà trouvé. Par contre, vous vous doutez que ça donne du crédit à votre financement. Je veux dire, vous attribuez plus facilement une bourse à quelqu'un qui a déjà un projet concret que de dire à quelqu'un, ben oui, on t'attribue une bourse, même si pour l'instant, tu n'as rien. Donc, effectivement, c'est un gros plus. Par contre, on ne vous impose jamais d'avoir trouvé. Mais effectivement, c'est très compliqué parce qu'il faut avancer sur deux choses interdépendantes, mais qui sont pas encore forcément abouties l'une ou l'autre. Mais oui, c'est très compliqué. Donc, en fait, dans les dossiers, à chaque fois, vous avez-vous déjà trouvé, blablabla. Si oui, joignez la lettre d'invitation. Et c'est bien mieux d'avoir ça parce que ça donne une fois de plus du crédit. D'où l'étape, et c'est pour ça qu'on a commencé là-dessus d'ailleurs, hein, c'est le professeur et le financement. Voilà. Commencer à avoir quelques touches avec les professeurs, mais tout de suite après, lancer les demandes de financement. Et bien sûr que c'est très compliqué parce que remplir des dossiers quand on n'a pas le projet concret et qu'on doit faire un budget prévisionnel alors qu'on ne sait pas où on part et combien on doit payer, c'est compliqué. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et si vous attendez d'avoir l'enseignant pour tout de suite lancer, après, ce que je n'ai pas précisé, c'est que généralement, l'idée, c'est regarder quelles sont les dates butoirs des dossiers de financement et puis anticiper pour la partie recherche d'enseignants.
Vous anticipez un petit peu. Parce que moi, comme je le disais, j'ai cherché l'enseignant 1 an avant. Je l'avais cherché en octobre 2015. Et mes dossiers étaient à rendre en novembre ou décembre, voire en janvier pour une autre demande de bourse. Et j'avais déjà eu ma réponse, en fait. Donc, quand je dis qu'il faut ensuite lancer la recherche de bourse, c'est commencer à vous renseigner sur quel dossier ou à qui. Et les dossiers, souvent, vous avez quelques mois pour ensuite les finaliser. Et ça vous permet en fait d'amener. Par contre, ça vous demande d'avancer à tâtonnement sur 2 terrains en même temps. Mais généralement, vous débloquez, comme je le disais, les professeurs vous répondent plutôt rapidement. Donc généralement, vous débloquez l'histoire de qui va vous recevoir. On vous fait une lettre d'invitation et du coup, ça renforce vos dossiers derrière. Oui, je pense que là, je vais préciser juste sur le fait que je pense que ça dépend des institutions. Typiquement, nous, Dauphine, ils demandent d'avoir déjà des projets assez bien ficelés. On est censé mettre le logement qu'on vise, etc. C'est pour ça que moi, j'avais demandé les renseignements sur les logements universitaires avant de demander les financements. Mais parce que j'étais un peu assurée que mon université, par une des 2 bourses que je connaissais allait finalement m'octroyer un montant qui allait me permettre. Mais comme il l'octroie assez facilement, il l'octroie sous condition par contre qu'on ait tous les éléments du dossier. Il faut la lettre d'invitation, il faut déjà avoir repéré ses logements et donc et le prix des billets d'avion, etc. quoi. Donc on donne des dossiers on peut pas se permettre, comme d'autres bourses que tu décrivais, de dire non, j'ai pas encore trouvé. Mais parce que la plupart des bourses, c'était comme ça. C'est comme la bourse du CEFAC, si certains candidatent au CEFAC, c'est avez-vous déjà trouvé, oui ou non, mais c'est pas obligé d'avoir déjà trouvé pour candidater. Je me permets juste, je vois qu'il y a une autre question, et puis après on bougera peut-être sur la suite, mais qui me semble importante. Comment convaincre son directeur de thèse? Alors sincèrement, je m'excuse d'avance de ce que je vais dire, mais si déjà il y a besoin de convaincre qu'un séjour à l'étranger, c'est une bonne chose, bon... c'est que voilà, il y a peut-être une sensibilité à ça qui n'est pas la plus forte, mais les raisons sont extrêmement simples. Déjà, il ne vous a pas dans les pattes pendant 3 mois. Non, je plaisante, n'allez pas dire ça, c'était une blague. Mais non, comment convaincre une direction de thèse? Le premier point qui me semble vraiment hyper important, c'est pour le réseau à l'international. Deuxième point qui est hyper important pour votre CV, votre direction de thèse, elle va forcément avoir envie que derrière vos auditions se passent bien. Aujourd'hui, je le disais, c'est pas une obligation, mais c'est quand même un très gros point fort que d'avoir de l'international sur son CV. Troisièmement, on le verra après, mais vous allez partir, ça va peut-être déboucher, pas forcément à court terme, mais à plus ou moins long terme, sur des choses avec les gens que vous allez rencontrer. Donc forcément, ça va avoir des outputs en termes de contenu professionnel. Ça va peut-être donner des articles, des chapitres, et ceci, peut-être des formations pédagogiques partagées, etc. etc. Donc ça, c'est important. Et puis un 4e point, c'est que la direction de thèse, il faut aussi qu'elle ait conscience, comme on le disait tout à l'heure, que c'est aussi un moment où on est dédié à la thèse, on n'est pas pris par de l'enseignement, on n'est pas pris par des responsabilités administratives. Moi, j'en avais pas, mais il y a des collègues doctorants à qui on refourgue des responsabilités administratives. Vous avez 3 mois dédiés pour avancer sur votre thèse. C'est quand même le grand luxe quand on est en 2e ou en 3e année de thèse, me semble-t-il. Donc, pour toutes ces raisons, il me semble que voilà, ce soit un énorme avantage. Après, je connais honnêtement très peu de directions de thèse qui sont réfractaires à ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les arguments qu'il faut mettre en avant. Ce que je m'étais noté là-dessus, quand vous nous avez envoyé cette question, c'est qu'en fait, peut-être ce qui peut être retorqué à certains doctorants, c'est en fait, vous avez déjà les conférences pour vous internationaliser. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Les conférences, c'est très rapide. C'est un contexte qui est difficile pour faire du réseau, surtout quand on est doctorant, qu'on manque un peu de légitimité, on est noyé dans la masse. C'est très épuisant, très fatigant, ça n'a rien à voir. Là, on prend vraiment le temps avec le visiting de rencontrer les personnes aussi humainement et de s'intégrer dans une communauté de recherche comme on ne pourrait jamais le faire en fait dans le cadre de conférences. Même si on fait 3 conférences d'affilée, on fait la même conférence 3 années d'affilée, ça n'a rien à voir. Donc moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer auprès de la direction de thèse, de leur dire regardez la taille de la communauté française en fait sur notre sujet de recherche, peut-être qu'on est 10, qu'on est 20 si vous avez un peu de chance, mais en général nos communautés de recherche sur notre sujet sont vraiment toutes petites, voilà, et donc pour pouvoir appartenir à la communauté au niveau international, on a un peu ce passage obligé par le visiting, surtout voilà, quand on est dans des perspectives, comme c'est le cas dans mon laboratoire, perspectives critiques, avec des angles, voilà, des perspectives décoloniales, féministes, etc. Où là, si on ne monte pas au niveau de l'international, on n'a pas accès véritablement à des discussions aussi sur nos sujets qui vont être des discussions en profondeur, de qualité, etc. Parce qu'on n'a pas les experts dans nos pays.
Bien, si vous voulez bien, on va passer sur la deuxième partie, donc plus sur votre expérience. Peut-être vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait durant votre visiting, qu'est-ce que vous avez fait sur place, et aussi peut-être nous indiquer ce qui vous a le plus plu et peut-être les difficultés que vous avez rencontrées. Comme ça, ce sera intéressant pour tout le monde. Ouais, alors j'embraye tout de suite comme ça. Je vais faire plutôt concis parce que pour moi, la partie pendant le visiting, elle est plus courte parce que c'est vraiment chacun vit son expérience et chaque expérience est propre à chacun. Dans le cadre de mon premier visiting, je suis arrivée, j'avais un professeur assez réputé en management de l'innovation. Donc je le voyais, on s'était mis d'accord, je l'ai vu, on se voyait une fois toutes les 2 semaines en fait. Et puis je lui disais un petit peu ce que je faisais, soit sur le plan de ma thèse, soit j'avais un 3e article en révision. Donc je lui disais un petit peu ce que je faisais, il me faisait des feedbacks dessus. Voilà, c'était un peu le deal qu'on avait, qu'on a respecté, et moi, ça m'allait très bien. Donc, j'ai un petit peu fait ma vie tranquille pendant ces 3 mois. Donc, j'ai rédigé ma thèse, j'allais au labo, j'avais un bureau, j'allais au bureau tous les jours. Je voyais les autres doctorants, je faisais ma petite vie, j'avançais sur mon plan de thèse, j'avançais sur mon article en révision. J'allais au labo tous les jours, et après, c'était vraiment de ma responsabilité à moi que de m'intégrer à la vie de labo. J'ai demandé à présenter en séminaire là-bas ce fameux 3e article. J'allais avec les doctorants, j'allais au séminaire, il y avait des temps informels dans la cafétéria, j'allais dans la cafétéria. Les doctorants me disaient, ah bah tiens, là on sort, on va faire ça, on va faire ça. Bah, je faisais ci, je faisais ça avec eux. Vraiment après, voilà, j'ai vécu la même vie que j'aurais pu avoir ici avec mes collègues doctorants. Bah, j'ai vécu la même vie là-bas, avec les cours en moins. Mais voilà, j'avançais sur mon plan de thèse, j'y allais vraiment régulièrement et tous les jours. Vraiment, j'allais au labo. Après, moi, j'avais une 2e vie à la PhD House où je dormais, donc au logement universitaire. Il y avait une 2e vie, on n'était que des doctorants étrangers, ce qui est absolument incroyable. Donc, j'avais ma 2e vie en rentrant à la fin de la journée. Alors, ce qui au Danemark est très tôt. La fin de la journée là-bas est très, 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 très tôt. Donc, quand je rentrais après ma journée de travail à 15h, quand je rentrais à la PhD House, j'avais une 2e vie avec des doctorants étrangers qui bossaient sur des trucs, mais complètement fous pour moi, sur les protéines dans les reins, sur des trucs des fois qui me dépassaient. Et voilà, et après, c'était une vie d'étudiante que je n'avais même pas en France, en fait, somme toute classique. Donc voilà, c'était vraiment un quotidien comme on pourrait l'avoir ici, mais là-bas, en fait. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que sur ce visiting-là, j'ai fait exactement ce que j'aurais fait là, au Danemark. Et ce qui est super parce que j'étais immergée dans un autre... Après, pour mon 2e visiting au Japon, c'était un peu différent parce que j'avais fait mes auditions, j'avais un poste de maître de conf, donc j'y allais un peu dans une optique beaucoup plus relax, si on peut dire, puisque j'y allais juste pour mener à bien un projet de recherche que j'avais proposé. Et j'y suis allée, j'ai fait mes entretiens qui étaient prévus, j'ai présenté... C'est pareil, c'est important quand vous êtes sur place de vous inscrire dans le laboratoire, dans la vie de labo. Autant au Danemark, c'était orienté très recherche, séminaire, etc., etc. En plus, il y avait un gros projet de recherche où européens, ils avaient besoin de traduire des choses en français, donc moi, je m'étais proposée, il n'y avait pas de souci. Autant au Japon, c'était très orienté pédagogie. Donc bien sûr, les Japonais, ils parlent pas très bien anglais, donc on se comprenait un peu comme on pouvait, mais j'ai été très impliquée dans l'aspect pédagogique, j'allais au séminaire des étudiants, les étudiants, ils faisaient régulièrement des soirées avec les enseignants, hein, je veux dire, c'était pédagogique, mais j'y allais, voilà. Donc c'est vraiment, vous vivez votre vie sur place, vous y allez avec vos objectifs, et après, vous faites comme vous l'auriez fait ici par rapport à une université. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me semble... Je pense que c'est très important d'insister là-dessus parce que moi, j'ai des retours de personnes qui ont fait des visitings et qui sont restées enfermées dans leur chambre à travailler comme des barjots et sans rencontrer finalement de personnes sur place. Et ça, on en connaît, hein, on a entendu parler. Moi, avant de partir dans le visiting, j'avais contacté une personne qui avait fait le même visiting et qui m'a dit, moi, c'était horrible, j'ai fait un malaise là-bas, je travaillais tout le temps sur un projet de recherche. Et c'était une des pires expériences de sa vie. Et ça dépend vraiment de vous, vos objectifs et de pourquoi vous y allez. Parce que moi, ça a été plutôt une des meilleures expériences pour le moment de mon doctorat. Oh, et j'ai fait vécu un peu les choses comme toi, Émilie. Donc, juste sur le côté académique, ce que j'ai fait de plus, c'est observer des cours sur place, moi qui m'intéressais, notamment des cours sur les questions de diversité qu'on n'a pas dans mon université et sur lesquels je peux aujourd'hui un peu capitaliser pour dire, ben voilà, ça serait bien qu'on commence à lancer des cours là-dessus en France parce qu'on est un petit peu à la bourre et là-bas, dans les pays scandinaves, ils sont un peu en avance et je l'ai vu et ça serait intéressant de le mettre en place.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait, comme toi, j'ai présenté mon avancement de thèse auprès du labo. C'est moi qui ai fait la demande également. Donc ça, vraiment, soyez proactifs. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec la personne qui m'encadrait là-bas. Et donc j'ai pu assister à son cours sur la diversité au cours d'une de ses post-doctorantes qui fait un cours sur la RSE et l'économie sociale et solidaire. Donc des choses qu'on voit assez peu en France et qui ont été super précieuses. Et j'ai vu aussi les réunions d'équipe, comment ça se passe, la manière dont ils impliquent les doctorants, là où nous, en France, du moins dans mon université, on a une tendance à séparer la gestion du laboratoire des doctorants. Là, les doctorants sont partie prenante de l'équipe de recherche et vraiment ont un rôle à jouer dans les décisions. Et ça aussi, même pour revenir après et comprendre comment fonctionne son université, ça nous permet d'avoir un recul important qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de dysfonctionnements de ma propre université en revenant. Et dernier élément académique, j'ai pu rencontrer une communauté de recherche que je ne connaissais pas là-bas, qui était spécifique aux questions de tourisme et qui est mon objet de recherche aujourd'hui. Et donc, communauté de recherche de gens très humainement géniaux qui m'ont emmené faire leurs conférences après, dans un second temps, quelques mois après mon visiting, sur les questions de tourisme critique. Et donc là, vraiment une vraie découverte. Et donc, je suis fait comme toi, je suis allée tous les jours au labo. Et en fait, c'est des rencontres, des opportunités qui se créent. Qui m'ont permis de... Oui, tu peux rajouter. J'ai complètement oublié, mais en fait, parce que c'était moi 2016, ça commence à remonter. En fait, un truc très important que j'ai fait, c'est moi, je suis allée voir des soutenances de thèse parce que je savais que j'allais soutenir quelques temps après. Je suis allée voir des soutenances de thèse. Alors, bien sûr, vous connaissez presque personne, mais c'est pas très grave, en fait, vous en fichez un peu. Et voir des soutenances dans un autre pays, voir quel est le... Voilà. Et j'ai une amie à moi qui, elle, en partant à l'étranger aussi, alors j'y ai pensé en t'écoutant, elle a pu, plus qu'au-delà d'assister à des cours, elle a carrément suivi des formations doctorales là-bas, quoi. Donc voilà, donc essayez de prendre tout ce qu'il y a à prendre, mais je veux revenir sur un truc qu'on vous a toutes les deux dit, c'est que vous devez être proactif. En fait, je vous explique, le professeur qui vous reçoit, il n'a pas déboursé un rond quasiment, ou très peu, pour votre venue. Donc, entre guillemets, après, vous faites un peu votre vie. Il va pas être derrière vous. Déjà que les directions de thèse ne sont déjà pas à nous materner, ce qui est très bien, heureusement. Hein. Mais là-bas, encore moins, puisque vous devez rendre de compte à personne là-bas, en fait. Donc, je pense que les gens qui aussi restent enfermés dans leur chambre à bosser, c'est parce qu'ils font leur truc dans leur coin. C'est pas une critique ou un reproche, hein. C'est que des fois on est tellement enclavé dans son travail et on est tellement focus sur son travail qu'on oublie le cadre dans lequel on est. Et en fait, une fois qu'on est dans le visiting, il faut vraiment se saisir de tout et c'est à vous. Vous avez plein d'opportunités, que ce soit les cours, les séminaires, les soutenances de thèse, les formations doctorales, tous les extras qu'il y a à côté dont je parlais qui sont super, hein, toutes les soirées, tous les machins, tous les trucs. C'est vraiment à vous de faire en sorte que ça se passe bien. Quel est souvent le lien entre vous et tout ça? Et ben c'est souvent le professeur qui vous reçoit qui a un ou une doctorante à peu près au même niveau que vous ou un tout petit peu au-dessus qui va vous dire bah tiens, alors moi elle s'appelle, alors moi dans mon cas au Danemark elle s'appelait Michela, enfin elle s'appelle toujours Michela d'abord et c'est elle voilà qui m'a dit bah tiens, alors moi j'ai pas trop le temps ce que je soutiens là, en fait c'est sa soutenance que je suis allée voir. Par contre elle m'a dit viens je vais te présenter tous les autres doctorants et ensuite voilà. Et donc votre lien en fait il faut vous dire qu'il y a vous, le professeur, et puis tout le reste de l'université, et le lien qui va être fait direct entre vous et tout le reste de l'université. Le professeur, il va vous dire, bah voilà, là j'ai un ou une doctorante, je vais vous mettre en relation, et voilà, ou il y a un ou une postdoc dans ton cas, et voilà. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et c'est à vous d'être proactif, et c'est à vous de... Donc, une fois qu'on est dans le visiting, qu'est-ce qu'on fait? On fait sa vie de doctorant ou de jeune docteur, peu importe. On fait sa vie, mais il faut être proactif et il faut aller saisir ces opportunités. Par contre, j'ai pas vu, alors à moins qu'il y ait des conditions spéciales, on ne vous refuse pas l'accès à des choses, quoi. Au contraire, les gens sont toujours très contents. Ils sont très contents que vous demandiez, donc n'hésitez pas à demander. Puis au pire, on vous dit non à un truc, on vous dit non à un truc. Mais l'idée, c'est vous avez une palette de choses à votre disposition pour enrichir votre expérience. À vous de la saisir. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et donc, tu demandais, pour finir, ce qui nous a le plus plu. Moi, sincèrement, quand je suis repartie du Danemark, j'ai eu un gros coup au moral, en fait. Et je m'étais promis d'y retourner parce que j'ai vécu un truc un peu fou là-bas. C'est-à-dire que
ils m'ont fait une blague, les doctorants, enfin une blague, ils m'ont pas fait une blague, mais ils m'ont rien dit. C'est-à-dire qu'au Danemark, je sais pas si tu l'as vécu, mais tous les premiers, bah non, tu n'y étais pas à ce moment, mais tous les premiers vendredis de décembre, il y a une marque de bière très connue au Danemark qui s'appelle Tuborg, qui a le Blue Santa, ils appellent ça. Ils ont le Père Noël bleu parce que leur logo est bleu. Et en fait, la plupart des gens dans la ville sont déguisés en Père Noël bleu. Et moi, en fait, les doctorants m'ont dit « viens, on va boire un coup ce soir ». Donc moi, j'ai dit « Bah oui, d'accord, mais comme on faisait une fois par semaine. » Et en fait, dès qu'on arrive en ville, je vous jure, vous avez des centaines et des centaines et des centaines de personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un événement, parce qu'en fait, il y a des camions de bière qui arrivent et ils ont des lances à incendie et ils jettent de la bière sur tout le monde. Donc, vous avez des centaines de personnes. En fait, vous êtes limite la seule personne qui n'est pas déguisée en Père Noël bleu. Et là, vous vous dites, putain, c'est quoi ce truc en fait? Et là, tout le monde vous dit, on t'avait pas prévenu. Puis là, tout le monde sort son costume de Père Noël bleu. Puis vous êtes la seule couillonne qui n'est pas déguisée en Père Noël bleu. Puis il y a un effet de multiplication qui est très impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, je me suis sentie vraiment envahie de Père Noël bleu. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Et voilà. Et il y a des trucs comme ça qui sont trop drôles. Moi, ils m'ont emmené une fois aussi au sauna. Et personne m'a dit qu'on se baignait tout nu là-bas ou qu'on se baignait à poil. Donc, moi, je vais me changer. Puis je les vois tous tranquilles. Et en fait, je sors de mon espace pour me changer avec mon appareil photo en disant, et si on faisait une photo de groupe? Et puis ils étaient tous tout nus dans le sauna, puis moi j'avais avec mon appareil photo, puis ils se sont dit mais pourquoi tu nous prends en photo là? Bah oui, forcément chez nous on se baigne pas à poil, donc excusez-moi. Voilà quoi. Donc voilà, donc il y a en fait je pense que les expériences culturelles sont ce qui m'a le plus plu, parce que honnêtement le reste c'était une très bonne expérience, mais j'ai vécu ma vie de doctorante dans un autre contexte qui était génial, mais c'est vraiment sur ces expériences de vie que vous allez ramener les souvenirs les plus sympas. Ouais, moi, ce qui m'a le plus plu aussi, c'était sous ce temps informel. Et là, je reviens et j'insiste sur ce que dit Amy, c'est très important. Identifier cette personne clé qui est juste en dessous de la personne qui vous encadre et qui va être celle qui va permettre votre intégration. Moi aussi, c'est elle qui même a géré mon accueil, qui a fait en sorte que le jour où j'arrive, j'ai ma carte, j'ai mon bureau, qui m'a introduit à l'équipe parce que l'encadrante n'était pas là. Et c'est sur elle que vous allez pouvoir vous reposer au début pour vous intégrer. Et elle est super importante. Ouais, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que le fait que j'ai pu beaucoup me reposer. Après, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, j'ai fait beaucoup de sport aussi. Et ça faisait partie de mes objectifs personnels avant d'y aller. Et je pense que c'est OK de se dire aussi que parfois, on est pris dans une vie sociale, académique très effrénée au niveau de l'université dans laquelle on est, moi surtout sur Paris. Et moi, ça m'a fait un bien fou de pouvoir être dans un appartement où j'étais en coloc avec justement pas une universitaire, justement une personne, une médecin, une docteure qui était très gentille. Et j'avais pas de discussion universitaire le soir et j'étais tranquille et je faisais mon sport. Et c'est peut-être la qualité de vie, moi, qui m'a le plus plu là-bas. Mais je pense que là, on a une expérience similaire parce que c'est le Danemark et qu'effectivement, à 16h, fin de journée, que tous les doctorants qui arrivent ont un labo, ont un bureau incroyable pour eux. On recommande le Danemark, je pense qu'on peut dire ça. Mais à fond. Et incroyable. Encore, tu dis 16h, mais moi, je veux raconter une anecdote. Au début, ils me disent « le vendredi, on fait le Friday bar. » Bon, super, on va au bar après la journée de travail. Ils vont au bar à 16h30. Oui. Non, mais moi, c'est pire que ça. C'est le vendredi, ils me disent « On passe te prendre à la fin de la journée. » C'était le premier vendredi où j'étais là, parce que je ne connaissais pas encore cette tradition. Les gars, à 15h tapante, ils étaient devant le bureau. Moi, 15h tapante, je venais de finir ma pause midi, la mienne était beaucoup plus longue que celle des autres, pour le coup. Puis comme je m'appelle Ruiz, je déjeune assez tard généralement. Je venais de finir de manger, j'allais me reposer au bureau pour me remettre à bosser. Et là, les gars, ils arrivent et me disent « Hey, c'est la fin de la journée, on va au bar. » Bon, bah super, allez, on va au bar, quoi. Et c'est ça qui est génial, en fait. Mais voilà, profitez de votre expérience, mais le message clé, c'est soyez proactif. Vraiment, c'est important parce qu'une fois de plus, personne ne vous attend là-bas et personne ne sera derrière vous là-bas. Personne n'attend de choses après vous là-bas. Vous avez votre bourse, vous pouvez venir et faire le minimum. Vous aurez peut-être plus de contact après avec, mais personne ne vous viendra vous chercher, en fait. Personne ne vous attend. Si vous restez seul, vous restez seul, quoi. Si vous restez, exactement. Et c'est tellement dommage parce que toutes les anecdotes qu'on vous raconte là, c'est vraiment des trucs qu'on a vécu parce qu'on n'est pas resté seul. Et sincèrement, je suis repartie, je le disais, mais la boule au ventre, parce que je m'étais dit, je me promets d'y retourner. Et figurez-vous que j'y suis retournée le mois dernier à cette université. Et je me suis refait tout le campus, vous voyez. Donc j'étais allée en 2016, donc c'était il y a 6 ans. Je me suis refait tout le campus et je me suis dit waouh, putain, c'est trop bien de revenir, quoi. Alors j'y suis allée pour autre chose, mais j'ai fait un crochet par la ville pour voir la fameuse Michiela avec qui je bosse aujourd'hui.
Et je me suis dit, ouais, c'est trop bien. En fait, ça m'avait laissé un super souvenir. Et là, de revenir, ça me laisse en fait ce même souvenir, quoi. Je suis repassée vers la PhD House et tout. Et voilà. Donc, ouais, le Danemark, c'est cool. Mais voilà, enfin bref. Mais c'est pour vous montrer aussi l'attachement qu'on peut avoir à ces séjours et l'importance de vivre les expériences à fond parce que c'est ça qui vous laissera. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur place? On fait sa vie de doctorant, mais on met toutes les chances de son côté et on saisit toutes les perches qu'on peut nous tendre et on va même des fois chercher les perches qui sont pas encore tendues. C'est ça le plus important. Merci beaucoup pour tous vos souvenirs et anecdotes. Ça donne vraiment envie de partir, en fait. Donc, je veux pas casser cette dynamique, mais j'aurais bien aimé savoir si vous avez aussi rencontré des difficultés ou des moments voilà, un peu moins bien. Voilà, quels ont été peut-être les points durs durant votre expérience? Alors, un point que je pense qu'on pourra souligner toutes les deux, qui n'est pas difficile au Danemark, c'est que le Danemark est un pays où les gens parlent anglais. Donc déjà, vous êtes toujours intégrés aux discussions. Moi, mes collègues, même entre Danois, ils sont toujours, même entre eux, ils me disaient que même entre eux, si je suis pas là, des fois, ils parlent anglais spontanément. Donc ça, c'est un point. Je pense que ça peut exister des pays où cet effort n'est pas fait. Moi, je l'ai pas vécu, mais je pense que ça peut exister. Voilà. Ensuite, des difficultés, moi, j'en ai pas eu particulièrement. Après, en fonction de nos situations personnelles, il faut partir 3 mois. Moi, j'étais déjà mariée à ce moment, donc il faut aussi se dire, je pars 3 mois quand même, donc je laisse ma vie ici pendant 3 mois. Alors bien sûr, j'ai eu de la chance que mon mari vienne une semaine, mais ça reste une semaine sur 3 mois, quoi. Mais pour moi, je trouve que les difficultés, je te laisserai la parole après. Pour moi, la difficulté, elle est surtout après, pas tant pendant. Ouais, je te rejoins également là-dessus, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui est le plus important, c'est ce que les collègues vont parler anglais, vont être avenants et vont discuter avec toi le midi quand tu manges, est-ce que tu manges tout seul dans ton coin ou voilà. Moi, je sais que la chance d'être dans une université où tu sortais le midi, il y avait une grande table commune et tout le monde se mettait autour et les gens faisaient un minimum l'effort de s'intéresser à toi, même s'ils savaient que toute l'année, il y avait des visiting PhD qui arrivaient, qui allaient rester qu'un mois et demi. Voilà, ils ont l'habitude et ils s'intéressent un peu à toi et je pense que toutes les équipes ne le font pas. Moi, ma principale difficulté, quand même, ça a été cette histoire de logement au début, mais du coup, qui remonte, qui n'est pas pendant le visiting, qui est juste en amont, où c'était finalement assez stressant, un mois et demi avant, de toujours pas avoir de logement et cette histoire de logement universitaire saturé. Et voilà, ça a été ma principale source de stress, mais je veux dire, une fois que je suis arrivée là-bas, tout s'est très bien déroulé, mais après, parce que aussi, là, je pense, c'est le Danemark et c'est pas un pays latin. Je pense que je vois, si on devait accueillir une personne en France dans mon université, toutes les obstacles qu'elle aurait rencontrés, alors que là-bas, je suis arrivée, on m'a prêté un vélo. Quoi. Je suis arrivée, on m'a donné un vélo, mon petit cadenas, et puis voilà, pour me déplacer tous les jours. Et une carte et un bureau immense qui est plus grand que celui de ma directrice de thèse. Donc je pense que c'était complètement utopique et au-delà de mes attentes déjà. Donc j'ai pas eu l'impression de rencontrer particulièrement des difficultés, si ce n'est mes propres blocages en anglais au début, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé. Et du coup, surmonter ces propres blocages-là, ça m'a pris 2 semaines. Et puis après, c'était bon, ça roulait. Désolée, on n'est pas forcément les bons exemples. Oui, peut-être que vous avez choisi aussi parce qu'on était contente de faire Non mais ok, super. Émilie, tu as parlé du après, donc tu as fait la transition parfaite sur la dernière partie. Qu'est-ce qui se passe après un visiting? Alors, qu'est-ce qui se passe après un visiting? Il se passe plein de choses. Et comme je vous l'ai dit, je travaille encore avec. Donc, les plein de choses, ça se passe tout de suite quand on rentre. Et puis, on les traîne ensuite sur des années et des années. Mais ça aussi, c'est à vous de faire en sorte que ça se poursuive. Donc, vous rentrez. Il y a une première partie émotionnelle de se dire, je viens de vivre 3 mois dans un endroit. En fait, vous êtes dans une bulle. Vous êtes préservé de plein de choses. Vous êtes préservé de votre direction de thèse pour certains. Vous êtes préservé. Et puis, même s'ils sont sympas, c'est juste que voilà, on a fait sa vie pendant 3 mois. Vous êtes préservé d'enseignement. Vous êtes préservé d'un laboratoire, vous êtes préservé d'une administration et vous faites votre petite vie. Si comme nous ça se passe bien, du jour au lendemain, en fait tout ça s'arrête et vous retournez dans votre vie professionnelle d'avant où vous retrouvez tiens, tu as ton service d'enseignement, tu as les étudiants, tu as les collègues, tu as les réunions, tu es en dernière année de thèse, et au fait, ton dossier pour l'école doctorale, le rapporteur, tu as mal écrit son nom et machin et truc. Et en fait, vous retombez là-dedans. Donc, déjà, il y a ce truc émotionnel de se dire, pouf, je quitte la bulle dans laquelle j'ai été pendant 3 mois et je reviens dans mon ancienne bulle qui est très bien.
Mais voilà, il y a un petit choc déjà émotionnel qui se crée. Et ensuite, il y a une partie vraiment pas cool. Et alors là, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est comme pour tous vos retours de mission quand vous êtes en mission. Pendant votre séjour, vous avez tenu, bien évidemment, un beau tableau Excel avec toutes vos dépenses. Vous avez rangé toutes vos notes de frais correctement. Vous rentrez, vous réglez ça tout de suite. Je ne vous dis pas de le faire le jour même, mais très sincèrement, il faut que dans la fin de semaine qui suit, vous ayez réglé ça. Vous envoyez à qui vous devez envoyer vos tableaux, vos dépenses, s'il y a des relevés de compte à envoyer pour justifier certains trucs, vos factures. Vous avez, quand vous partez 3 mois, vous pouvez avoir des factures en nombre un peu plus important que d'habitude. Moi, mes factures, elles étaient toutes numérotées, agrafées. J'avais un tableau Excel, facture numéro 1, 2, 3, 4, 5. J'avais fait le taux de conversion parce qu'au Danemark, on ne paye pas en euros. J'avais téléchargé tous mes relevés pour les taux de change, les machins. Vous avez tout, votre dossier il est nickel, vous devez régler l'administratif. Donc vous rentrez, vous avez ce truc émotionnel, vous prévenez votre direction de thèse et votre labo que vous êtes rentré quand même. You, tout va bien, je suis rentrée. Et ensuite, vous prévenez vos financeurs que c'est fini et vous réglez tout de suite tout ce qui est administratif avec les financiers. Vous faites les reportings, les factures, les machins. Et généralement, on vous demande de faire un petit compte-rendu. Enfin, les financeurs demandent un petit compte-rendu. Alors, c'est pas un truc fifou, hein, c'est une page et demie pour dire, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça donne ceci, ça donne cela. Moi, je vous conseille, généralement, vous avez 1 mois ou 1 mois et demi, moi, c'était, je sais plus, après le retour pour renvoyer ce dossier. Vous essayez de boucler ça tout de suite, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, c'est faux, c'est encore dans votre tête, c'est bien, vous avez bien toutes les infos, toutes les idées. Vous faites ça, comme ça, vous évacuez ça. Parce qu'en plus, après, comme je disais, vous retournez dans votre vie. Et en fait, 3 semaines après, vous savez plus en fait ce que vous allez mettre dans votre dossier, dans votre rapport, dans votre machin, et puis vous avez d'autres chats à fouetter, quoi. Donc voilà, conseil, c'est vous arrivez, faites ce petit deuil émotionnel de ces bons 3 mois que vous avez passé tranquille à préserver de tout et de tout le monde. Gérez la partie administrative, gérez votre reporting, c'est pas rigolo, mais voilà. Et ensuite, moi, ce que je recommande de faire très rapidement aussi, c'est de demander une lettre de recommandation. Si ça s'est bien passé à l'enseignant qui vous a suivi, pour l'avoir avec vous, pour justifier dans un dossier, dans un prix de thèse, pour justifier dans un dossier de qualification, pour justifier si après vous voulez chercher un poste en école de commerce, peu importe. Voilà, vous demandez une lettre de recommandation, vous l'avez, vous savez qu'elle existe, donc essayez de la demander pas trop tard parce que le professeur aussi, lui, fait ça là, il passe à autre chose. Après, comme tu l'as dit, des visiting PhD, il y en a plein, donc voilà. Et puis ensuite, je vous dis pas d'être tout le temps à envoyer des mails, etc. Surtout quand, comme moi, vous l'avez vu une fois toutes les 2 semaines. Par contre, ensuite, c'est à vous. Vous avez un super truc entre les mains, si ça s'est bien passé. Ensuite, c'est à vous de faire en sorte que ce super truc, pendant des années, ça vous suive. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, autant au Danemark qu'au Japon. Je vous donne un exemple concret pour le Danemark. Bon, le professeur, il était vraiment réputé, donc j'avais pas. Et puis, il était plus en entrepreneuriat, ce qui est moins mon truc, mais il faisait de l'INO, donc c'est pas avec lui que j'ai travaillé directement. Par contre, je lui donne régulièrement des nouvelles. On s'est ajouté sur LinkedIn, on se suit sur Twitter. Voilà, je lui ai envoyé un mail quand j'ai soutenu ma thèse. Vous pouvez intégrer ces personnes à vos soutenances de thèse. Ça sous-entend parfois de faire des choses en anglais, donc ça c'est à vous de voir. Mais vous pouvez intégrer ces personnes à vos soutenances de thèse. Donc voilà, l'idée c'est juste quand vous soutenez votre thèse après, vous donnez une petite nouvelle, c'est toujours sympa. Si vous voulez que la personne soit intégrée, vous lui demandez avant, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de donner une nouvelle quand même, une fois de temps en temps. Si vous publiez un article sur un sujet qui peut l'intéresser ou qui s'en rapproche, hop, vous lui dites. Si vous avez un post, vous pouvez lui dire aussi. Voilà, si vous avez une bonne relation, ça peut se faire. Et puis moi, ça s'est surtout transformé. J'ai travaillé avec sa doctorante a posteriori. On a publié un très bel article dans une très belle revue. Là, on en a envoyé un autre dans une très belle revue. On fait des terrains ensemble. Voilà, je suis retournée la voir. Donc, ça débouche sur des choses. Dites-vous que c'est aussi d'autres façons de travailler. Au Danemark, ils ont vraiment une façon très pointue, très rigoureuse de travailler. Je ne dis pas qu'on n'est pas rigoureux en France, mais c'est encore une autre dimension. Enfin, c'est très différent. Moi, j'ai trouvé que les approches étaient différentes. Ça me tire vers le haut. Elle est plus expérimentée que moi. Elle me tire vers le haut. Je lui amène d'autres choses en retour. Et voilà, c'est une très bonne co-auteure avec qui je prends plaisir à travailler aujourd'hui. Mais j'insiste, c'est moi qui l'ai sollicitée en rentrant, cette fille. On s'était vu une fois seulement parce qu'elle soutenait sa thèse. Et c'est moi qui lui disais, au fait, nos sujets, ils sont assez communs. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye de voir pour faire un truc, quoi. Et voilà, mais c'est moi qui l'ai sollicité. Donc, voilà, vous rentrez, vous prévenez que vous êtes rentré, vous faites votre deuil émotionnel, vous gérez la paperasse, le reporting, les trucs financiers.
Essayez de garder un petit contact quand même au départ avec l'enseignant qui vous a suivi. Alors ce contact, bien sûr, au fil des années, il s'étire un petit peu. Des fois, vous vous croisez en conférence, etc. Mais essayez en tout cas voilà, de voir comment tirer avantage de ça. Et moi, c'est vraiment grâce à ce contact de sa doctorante, de son ancienne doctorante, que j'ai pu aujourd'hui tenir. Je vous donne juste très brièvement un deuxième exemple avec le Japon. J'ai fait mon visiting en 2018. Là, j'ai candidaté à 2 bourses différentes pour le Japon. J'avais besoin d'une lettre d'invitation. Et bah, je l'ai contacté parce qu'il m'avait ajouté. Alors, les Japonais sont très Facebook et tout. On a continué de se donner des news et tout. Je lui dis, est-ce que je peux revenir si j'ai une bourse à Huawei avec grand plaisir, quoi. Bon, bah voilà. C'est quand même une chance de se dire qu'on garde du réseau. Ils ont un groupe Facebook de leur équipe de recherche. Chacun met ses publications. Moi, je mets les miennes. Voilà, tout le monde est content de voir des petites nouvelles. Et ça, c'est vraiment à vous de le faire, quoi. Ouais, et peut-être pour compléter sur la question du dossier à faire après auprès des financeurs, ça peut être stressant avant de partir de se dire qu'on va avoir un dossier à rendre où on va devoir rendre compte de tout ce qu'on a fait sur place. Et moi, je sais que ça m'avait beaucoup stressée, donc j'avais demandé en amont qu'est-ce que je pouvais faire sur place pour le mettre dans mes demandes de financement et aussi parce que je savais que j'allais devoir rendre compte de ça. Mais finalement, je me dis qu'il ne faut pas tant se stresser à l'avance parce que les opportunités de faire des choses dans l'université, elles sont hyper nombreuses. Moi, on recevait des mails tous les jours pour des séminaires de recherche multidisciplinaires auxquels on pouvait assister, même si c'était pas dans notre labo, etc. Et donc, finalement, vous avez juste, une fois que vous êtes rentré, reprendre votre agenda, votre Google Agenda, agenda papier, remonter les 2 derniers mois et lister tous les événements. Et tout événement, tout rendez-vous que vous avez eu avec quelqu'un, même avec un doctorant, ça compte, ça rentre dedans. Vous le mettez, vous listez tout ce que vous avez fait. Même les petits trucs qui vous paraissent anodins et vous le mettez dans ce dossier. Et il n'y a pas forcément besoin en amont de se dire je vais participer à 3 séminaires, je vais présenter 2 fois, je vais avoir tant. Voilà. Et donc je sais que moi ça m'avait beaucoup stressé parce que cette idée de rendre des comptes a posteriori, voilà, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pouvoir tout faire, etc. En fait, on fait plein de choses. J'ai oublié un truc trop important, mais j'ai oublié un truc trop important. J'y pense en t'écoutant. Alors moi, juste la parenthèse que je fais là, c'est moi ça ne m'avait pas du tout stressé cette histoire de reporting et franchement vous n'avez pas besoin de vous stresser avec ça. De toute façon la bourse elle vous a été donnée donc on va pas vous la reprendre. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais vous aurez toujours des choses à raconter en fait. Un truc hyper ultra méga important que j'ai oublié de vous dire, pendant le visiting, au-delà de l'aspect académique et de la vie qu'on vit et des petites expériences à côté rigolotes, n'oubliez pas de regarder s'il n'y a pas des gros terrains de recherche que vous pourriez attaquer. Moi, quand j'étais au Danemark, je me suis dit, oh là là, j'irai bien chez Lego quand même. Paf, je suis allée sur LinkedIn. J'ai même pas demandé. En fait, je suis un peu neuneux. Je me suis même pas. En fait, j'aime tellement pas demander. J'ai même pas demandé aux profs qui me recevaient. Hey, vous êtes une université, est-ce que vous connaissez Lego? Je suis allée sur LinkedIn. J'ai cherché le nom du contact dans la fonction que je voulais. Je l'ai contacté, puis ils m'ont dit, ah bah oui, venez dans 3 jours nous présenter vos travaux de thèse. Il y aura 6 managers. Bon, ok. Donc déjà, je dois aller de Aarhus à Billund. Donc déjà, il faut que je trouve comment y aller. Ensuite, j'ai 3 jours pour faire une présentation. Il y aura 6 managers. Bon, ok, c'est pas grave, ça va le faire. T'as voulu, t'y vas maintenant. Bah, t'y vas, t'es trop content. Tu vas chez Lego. Enfin, moi, je suis allée chez Lego. J'ai vécu un truc assez fou. J'ai recueilli de la donnée. J'ai fait du contact. Basé là-dessus, quand je suis rentrée, il y a 2 ans de ça, j'ai sorti un chapitre sur Lego. Alors, pas avec ces données-là, parce que Lego, c'est une grosse entreprise qui est un peu pas chaud pour qu'on les cite. Donc, j'ai fait avec de la donnée secondaire, j'ai fait ce chapitre, et là, mon directeur de thèse le met sur ResearchGate. Enfin, mon ancien directeur de thèse avec qui j'ai coécrit le fout sur ResearchGate. Je me dis, ah non, merde, j'ai pas dit à Lego que je faisais le chapitre. Sauf qu'en fait, ils voient que j'ai fait un chapitre, ils me disent, ah bah, tu veux pas le présenter en distanciel à toute notre équipe? Ah bah ouais, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, et on était en fin 2021, c'était il y a 1 an. Donc en fait, depuis 2016 jusqu'à 2021, ça tire encore, quoi. Donc je présente ce chapitre en distanciel, et là je retourne, comme je vous ai dit, je suis retournée au Danemark le mois dernier pour aller chez Lego pour un autre truc qui n'a rien à voir dans un autre cercle. Et donc, j'en profite, je leur dis, au fait, je viens chez Lego rencontrer telle personne pour autre chose. Est-ce que... Et voilà, et vous voyez comment, depuis 2016, j'arrive à tirer le truc, quoi. Donc, pendant votre visiting, n'hésitez pas à regarder s'il y a des terrains ou des recueils de données à faire.
Et deuxième élément, là, tu parlais de garder le lien avec l'encadrant. Moi, je pense que c'est primordial lorsqu'on rentre, de prendre le temps de bien remercier l'encadrant. Oui, bien sûr. Voilà, donc peut-être une semaine, même 2 semaines après, c'est pas grave si on prend un peu le temps, mais de faire un mail un peu bilan et un peu sympa, en fait, qui montre qu'on s'est investi dans ce mail et que c'est pas juste merci, au revoir, à la prochaine conférence, on se prendra un café, qui est voilà, un peu plus d'implication et ce que ça vous a apporté d'être avec cette personne, etc. Et moi, j'ai fait la demande, effectivement, que cette personne soit éventuellement dans mon jury de thèse, et c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Donc, pensez à ça aussi quand vous allez faire la demande auprès d'une personne pour un visiting. C'est une personne que vous pourrez avoir dans votre jury de thèse. Moi, elle est francophone, donc il n'y a pas de problématique sur la rédaction de thèse en anglais. Donc ça, c'est un peu la chance que j'ai. Et aujourd'hui, on continue voilà, à se donner des nouvelles. Je la croise en conférence. Et puis, c'est aussi une personne qui est OK, par exemple, pour me faire des friendly reviews sur mes articles. Et ça, c'est super important. Parce que là, je coécris un article avec une autre doctorante. On est assez des chercheurs juniors, très, très juniors. On n'a jamais publié. On a besoin de reviews avant d'envoyer à des revues, de reviews qui soient, donc, ce qu'on appelle friendly review, qui soient un peu plus informelles. Et donc, cette personne qui a beaucoup publié dans des revues de rang A, va pouvoir nous aider là-dessus. Et donc ça, c'est super précieux d'avoir ce type de contact aussi pour ça, quoi. Et puis ça, je me permets juste, ça peut aussi déboucher. Alors moi, j'ai peut-être plus de recul. Ça fait 5 ans que je suis maître de conférence. Par exemple, aujourd'hui, moi, je regarde aussi dans une visée pédagogique. Ma collègue Michela, elle gère un parcours au Danemark. Moi, je gère un parcours en France dans nos universités respectives. On est aussi en train de regarder comment pédagogiquement, pour nos étudiants, comme on travaille sur les mêmes thématiques et qu'on a des cours en commun, comment est-ce qu'on peut faire pour aussi, pas seulement sur l'aspect recherche, mais aussi sur l'aspect enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer. Vous allez chercher un poste dans quelques années peut-être. Les universités aujourd'hui françaises, les écoles, je ne sais pas, mais les universités, il y a plusieurs grands points. Premièrement, les relations entreprises. Deuxièmement, les relations internationales. Troisièmement, le lien enseignement-recherche. Voilà, grosso modo, je vous donne les grandes lignes. Là, on tape dans 100% des 3 cases à cocher, quoi. Donc, vous voyez, et ça, c'est hyper important. Par contre, j'insiste, si j'en suis aujourd'hui avec Michela à bosser là-dessus, à faire ci, à faire ça, c'est parce que je l'ai contacté en rentrant. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et c'est parce que quand j'étais sur place, je l'ai contacté sur conseil du professeur, je suis allée à sa soutenance de thèse. Je vous dis pas c'est moi je, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que même pour ça, même pour le après, c'est à vous d'être proactif. Alors, une fois que vous avez lancé une collaboration, moi, elle a des trucs à me proposer, elle me les propose. Là, j'avais une préface, je sors un ouvrage, j'avais besoin d'une préface sur plusieurs volumes. La première préface du premier ouvrage, c'est fait par quelqu'un d'HEC Montréal. La préface du deuxième ouvrage que je gère, ce sera fait par elle. Donc, vous voyez, c'est plein de choses qui derrière vont s'enclencher en fait. Mais c'est à vous de faire en sorte que... Et pourtant, comme je vous ai dit, c'était en 2016, donc c'était il y a 6 ans, et moi, je tire grand profit aujourd'hui de toute cette expérience, quoi. Et moi, la post-doctorante que j'ai rencontrée là-bas, c'était une ancienne PhD, un visiting PhD qui a fait le même visiting que moi. Et elle fait la blague récurrente maintenant quand elle me présentait en conférence après mon visiting. Elle me disait, ah, c'est Juliette, elle était en visiting chez nous, et ben ça sera la future post-doc de CBS. Donc c'est un peu la blague de dire, bon voilà, en fait c'est le parcours classique, c'est après tu restes dans la communauté, tu peux avoir des postes, etc. Et bon, je suis pas sûre de faire un post-doc là-bas, mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Et elle était passée par le même processus que moi, quoi, par le même visiting. Donc, non, ça s'enclenche. On ne sait pas encore exactement comment. On n'est pas obligé d'anticiper tout, mais c'est en étant proactif qu'effectivement les choses se font. Et ça, je pense que pour peut-être boucler sur nos expériences respectives, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre. Du démarrage, à partir du moment où vous avez cette envie, jusqu'à comment vous l'exploitez, encore même 6 ans après, le mot-clé, c'est ça. Soyez proactif. N'attendez pas qu'on vous dise, fais un visiting. N'attendez pas que vos directions de thèse vous disent, j'ai tel contact. N'attendez pas qu'on vous dise, il y a telle bourse. N'attendez pas sur place qu'on vous dise, fais ci, fais ça. N'attendez pas quand vous rentrez de continuer. Enfin, c'est vraiment à vous, quoi. Voilà, je pense que c'est pour moi le point clé dans tout ça, c'est vraiment ça. Très belle conclusion. Donc on va garder peut-être un petit temps pour les questions, s'il y en a. J'ai vu qu'il y avait une question qui s'était rajoutée par rapport au projet d'article. Donc, il nous demande de fournir un projet d'article
pour candidater à un programme d'accompagnement doctoral. Mm. En quoi cela consiste? Est-ce que c'est différent d'un papier à présenter en conférence? Ouais, alors moi je me permets tout de suite de répondre à ça parce que j'ai un avis très honnête sur la question. Par exemple, vous candidatez au CEFAG ou voilà. Alors moi c'était dans le dossier du CEFAG qu'on demandait un projet d'article et pour mon dossier avec le CNRS, il demandait pour le Japon un projet d'article. Un projet d'article, ça tient sur une page. C'est un projet. C'est-à-dire que vous avez une idée de gap théorique et de questions, vous dites c'est telle et telle littérature, le terrain envisagé c'est celui-là, ou la collecte de terrain qui est exploratoire aujourd'hui, puisque c'est un projet, donc c'est pas non plus très abouti. Les résultats attendus sont ceux-là, et je ferai ça avec l'enseignant. Vous dites bien sûr je ferai ça avec l'enseignant qui m'encadre, dans l'idéal. Bien sûr, l'enseignant qui vous encadre, lui, il n'en sait rien que vous avez mis ça dans votre dossier, hein, très clairement, puisque votre dossier de candidature de financement, lui, il n'en a rien à faire, quoi. Alors après, vous avez deux choses. Soit vous vous dites, une fois de plus, j'ai ciblé un professeur peut-être moins réputé qui aura le temps et vous lui soumettez évidemment votre projet d'article et ça peut déboucher sur quelque chose. De ma vision et de ce que j'ai vu chez les collègues et les amis, n'ayez pas non plus des attentes trop fortes là-dessus. Voilà. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis, après, moi... Je savais que ce projet d'article, c'était purement formel pour le dossier, parce que je savais que c'était un professeur réputé qui aurait sûrement pas un temps fou à me consacrer. Par contre, donc voilà, donc dans le dossier, déjà sur l'aspect purement formel, enfin sur l'aspect forme, pardon, le projet d'article, c'est une page et c'est un projet d'article. C'est qu'est-ce que j'ambitionne de faire. Ça tient sur une page, plus les références, donc c'est même pas un résumé court, hein, c'est vraiment un projet d'article. Et d'ailleurs, dans le dossier CEFAG, alors je sais que le dossier a changé depuis, mais nous, il demandait sur une page maximum. Donc vous mettez la revue ciblée, les co-auteurs, le titre envisagé, mais c'est vraiment du projet. Donc c'est, on a tel gap théorique, on envisage telle donnée, on envisage tel résultat. Mais c'est un projet d'article. C'est même pas un abstract, c'est même pas un short paper. C'est même pas un short paper, c'est un projet d'article. Après, moi, ce qui est intéressant, c'est que ce projet d'article, j'ai poussé mon idée au bout parce que je me souviens très bien, c'est que je l'ai mis justement dans ce fameux chapitre d'ouvrage sur l'ego, quoi. Donc, je l'ai pas fait avec la personne en question. Mais l'idée était là. Et vous voyez, entre le moment où je l'ai rédigé, mon dossier en 2016, et le moment où j'ai sorti le machin en 2021, il s'est passé quelques années. Mais le projet d'article, c'est vraiment histoire de dire, j'y vais pas, enfin, je devrais pas dire ça, mais le projet d'article, on vous le demande quand même pour justifier d'un minimum d'une assise académique en mode, j'ai un projet pour y aller et j'y vais pas pour ne rien faire pendant 3 mois, quoi. Et je précise juste parce que là, c'est envisageant de candidater dans le programme d'accompagnement doctoral. Donc, je pense que c'est le projet d'article pour le CEFAG ou un programme similaire. C'est l'idée que ça porte sur votre thèse quand même. Parce que quand c'est un programme d'accompagnement doctoral, c'est que vous proposiez un projet d'article qui soit en lien avec votre thèse ou qui soit issu, où les données collectées aient un lien avec votre thèse. Parce que parfois, pour le dossier du CEFAG, je sais que quand on était plusieurs à candidater, on se posait la question, est-ce qu'il faut présenter un projet d'article, un terrain un peu parallèle qu'on aurait fait avec un autre doctorant ou sur notre thèse? Non, faites bien sur votre thèse, c'est ça qui est attendu. De toute façon, c'est un dossier doctoral, donc évidemment, voilà. Mais l'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'avec la personne là-bas, vous pourriez... Mais j'insiste vraiment, le projet d'article, c'est un projet, donc c'est... ça se fera pas, peu importe, mais l'idée, c'est de présenter une possibilité pour montrer que... Après, personne n'est dupe, hein, tout le monde sait comment ça se passe, inclus les gens du CEFAG, incluant les financeurs, incluant tout le monde sait, hein. Tout le monde sait que c'est des projets et que peut-être le prof aura le temps, peut-être il n'aura pas le temps. Mais voilà, au moins vous avez une réflexion, puis vous montrez que vous êtes en lien avec la personne, que c'est cohérent, que cette personne-là est cohérente, que c'est pas juste un copain de la direction de thèse aussi, des fois, ou que voilà. J'avais une question sur le choix du visiting et notamment de la personne de l'enseignant auquel on se rattache. Je pense que c'est sur mon truc personnel, mais j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi. Quand on n'est pas en fin de thèse, parfois quand on l'est, on est sur plusieurs cas de théorie, plusieurs communautés différentes, etc., etc. Et du coup, ce choix de l'enseignant, c'est aussi choisir de se positionner sur l'un ou l'autre. Est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est une note sur le CV qui nous cadre dans un champ théorique en particulier ou autre, etc., etc. Moi, personnellement, je ne pense pas. Moi, une fois de plus, j'avais plein d'auteurs que
que je citais énormément dans ma thèse. Lui, je l'ai cité sur un papier dans ma thèse, c'est Lars Frederiksen. Je l'ai cité sur un seul papier dans ma thèse. Il fait plus d'entrepreneuriat que d'innovation, même s'il fait de l'innovation. Ça, voilà. Après, toi, dans ton cas, peut-être que le fait d'être allé vers quelqu'un qui soit toi qui est sur un objet peut-être spécifique, voilà, c'est... Oui, alors Mais moi, ça me range pas dans une communauté dans le sens où il y a des controverses sur la manière dont on apporte les questions féministes en sciences de gestion aujourd'hui. Et moi, je me range pas aujourd'hui dans la case. Il y a un parapluie qui est ce mot diversité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits dans ce cadre-là autour des sujets sur la diversité. Et mon encadrante se met sous ce parapluie diversité. Et moi, je m'y mets pas. Donc finalement, je suis allée je suis allée travailler auprès d'une personne où je vais pas m'inscrire véritablement en dialogue avec ses travaux. J'ai peut-être cité effectivement un papier. En revanche, je vais la mettre dans ma direction, dans mon jury de thèse, parce que c'est quand même une communauté de recherche qui est proche de la mienne. C'est des gens qui dialoguent avec la communauté dans laquelle je souhaite m'inscrire ma thèse. Et effectivement, à l'époque, quand je l'ai contacté, je pensais m'inscrire plutôt dans la lignée de ses travaux, et ça a complètement évolué entre-temps, et c'est complètement OK. Et ça ne nous range pas. Après, les communautés de recherche sont suffisamment petites pour que autour d'un même sujet, 2-3 communautés communiquent quand même et dialoguent ensemble. Même s'il y a toujours des conflits de chapelle et qu'on en prend connaissance au fur et à mesure de sa thèse. Donc, non, je pense que ça nous classe pas et que c'est OK de se dire, bon, bah, en ce moment, j'ai plutôt envie d'aller avec telle personne, et si entre maintenant et le visiting, bah, mon projet a évolué, bah, c'est quand même intéressant de voir en fait comment mon projet a évolué, et de le présenter quand même à cette personne et d'avoir les retours et de voir comment ça rentre en dialogue. Franchement, il y a aucun... Moi aussi, j'avais un peu cette crainte-là en partant 1 an et demi après le début de mon projet, et le fait qu'il ait vraiment complètement évolué, même en termes de terrain. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont... sans surprise, quand même très proches de mes idées et complètement capables de me discuter. Ils sont pas... Voilà, Et puis même sans ça, quand vous faites votre jury de thèse à la fin, vous n'avez pas que des gens qui sont pile dans votre scope à la fin, parce que des gens qui bosseront sur... Et puis et puis même sans ça, des gens qui bosseront exactement sur ce que vous faites, il y en a très peu. Donc voilà, c'est pas, on vous demande pas d'aller chez quelqu'un qui fait comme vous. Par contre, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un peu 2 grandes écoles, soit on va vers quelqu'un de très réputé, soit... Alors, j'ai des amis qui vous diraient pas la même chose que moi parce qu'ils n'ont pas la même expérience que moi. Moi, je dis quand même que c'est très bien d'aller vers des gens très réputés, parce que moi, je vois encore les effets aujourd'hui. C'est-à-dire que, ah ouais, tu avais envoyé un dossier. Alors, surtout quand j'ai soutenu ma thèse et fait les auditions, maintenant plus, parce que j'ai un peu pris de bouteille. Mais suite après, quand on voit ton dossier à des prix de thèse, des machins, des trucs, ah ouais, j'ai vu que tu étais allé bosser avec Frederiksen là-bas, ouais, alors. Et tu vois, tu as des profs des universités qui viennent te dire ça en mode. Et en fait, tu te rends pas compte, mais les gens viennent t'en parler, tu crées du réseau là-dessus. Et on te dit, tu vois, tu as des profs des universités qui viennent te voir, qui te disent ça. Et puis 2 secondes après, ils disent, alors, t'as fait ta thèse sur quoi? Ah, super intéressant. Et tu présentes quoi comme papier aujourd'hui? Ah, bon, on va se tutoyer, hein. Et voilà. Et en fait, c'est aussi un bon moyen dans son réseau à soi en France. Ça renvoie une image quand même. Alors, je vous dis pas qu'il faut taper que des gens méga prestigieux et ceci et cela et trucs et machin. C'est pas la question. Moi, mon avis, c'est que c'est quand même très intéressant d'aller là-dessus, parce qu'en plus, comme je l'ai dit, vous êtes peut-être à une période où vous avez besoin de temps pour rédiger votre thèse. Tout à l'heure, tu disais un truc très important que j'ai appris au CEFAC pour le coup. Benoît 2000 nous avait dit d'être plutôt dans le... Alors, il avait utilisé une expression, mais que je ne réutiliserai pas, mais il nous avait dit d'essayer d'être très aligné avec ce qu'on faisait dans notre parcours doctoral et d'éviter d'aller faire des articles à droite à gauche sur des opportunités pour être très cohérent à la fin. Bah... Si vous partez et que vous commencez à faire des articles sur des trucs qui sont un petit peu à côté de ce que vous faites, est-ce que vous les mettez dans la thèse ou pas, et puis vous faites vos dossiers de qualif, vos machins, vous vous rendez compte que vous avez un truc qui dénote à côté, machin truc, bon, là vous y allez, vous avez votre temps, vous faites votre thèse, vous faites vos machins. En plus de ça, vous êtes avec un professeur de renom. Moi, je trouve que c'est une très bonne option. Je dis pas que l'autre option est pas bonne, mais j'ai une préférence quand même, moi, personnellement. Et une fois de plus, après, on m'en a parlé, mais... Ah, t'es parti faire ton visiting là-bas, est-ce qu'il est sympa, machin, puis après c'est des gens qui nous parlent, et au fait tu bosses sur quoi, tu fais quoi en ce moment, ah bah tiens, c'est super que tu fasses ça, je suis sur un projet, est-ce que tu veux pas venir, tout ça parce qu'au début de conversation on m'a dit, ah t'allais faire ton visiting chez machin, bah ouais, donc voilà. Après, donc, en général, ceux qu'on contacte, ils sont quand même relativement connus puisqu'on les a repérés aussi pour ça, je veux dire... Ouais, mais des fois, moi j'ai des collègues par exemple qui ont contacté des gens qui pourraient être à mon niveau aujourd'hui.
Tu vois, Ah j'ai oui. des collègues à moi qui ont fait des visitings avec des gens qui seraient à peine, je dis à peine, c'est pas dénigrant pour moi, mais qui seraient à mon niveau à moi aujourd'hui, tu vois. C'est comme si demain quelqu'un me disait, oh, je veux venir faire un visiting avec toi. Ben oui, tu peux, là, j'aurai du temps à t'accorder, on pourra se voir très régulièrement. Mm. Donc, tu vois, quand je dis là, c'est vraiment, il y a quand même un écart, quoi. Ouais. Et on a, l'expression dans la vie dit qu'on a les avantages de ces inconvénients. Donc oui, il y a des personnes que vous voyez plus, qui vous accompagnent plus, vous pouvez faire plus de projets, mais attention à bien rester aligné. Et voilà. Donc c'est pas tant une question d'être exactement dans la discipline, dans le machin, dans le truc. C'est plus une question de, après, bah, vous voulez faire quoi? Quel est votre objectif? Quel est votre intérêt? Et voilà. Ok, merci. Et j'avais une autre question aussi qui m'était venue à un moment. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissez ou avez l'expérience ou connaissez des gens qui ont fait un visiting dans le cadre d'une thèse CIFRE? Parce que j'avoue qu'on n'en a pas forcément parlé. Alors, à ma connaissance, non. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'ai des collègues en CIFRE qui ont candidaté au CEFAC, donc ça n'aurait pas été impossible. Je sais juste qu'on a une personne de ton labo, d'ailleurs Rémi, qui va partir et qui est en CIFRE, mais c'est la première personne que je connais qui fait un visiting en CIFRE, quoi. D'accord. Sinon, c'est quand même plus rare parce qu'il faut quand même que l'entreprise accepte de nous laisser partir. Donc après, il y a des CIFRE où ils arrivent à négocier moitié de l'année à temps plein dans l'entreprise, l'autre moitié de l'année plus tranquille. Donc là, j'imagine que c'est possible, mais sinon, ouais, non, c'est un cas que j'ai assez peu vu pour le moment. Ouais, moi non plus. Mais ça doit pas être impossible en tout cas. Alors, une petite dernière question. Des recommandations, s'il vous plaît, pour candidater au CEFAG. Est-ce que vous avez des conseils ciblés? Oui, moi du coup c'est une autre question, mais oui, bien sûr qu'il y a des conseils ciblés. Par où commencer? Moi, le CEFAG, il faut se mettre en tête au départ. Alors, moi, je trouve ça absolument incroyable, génial. C'était peut-être, alors j'inclus, en fait, moi, je fais aussi le parallèle avec mon visiting parce que voilà, le CEFAG était sûrement ma meilleure expérience de thèse, je pense. Donc, il faut juste se dire, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Il y a plein de collègues qui font de très belles carrières sans être passés par le CEFAG. Le CEFAG, c'est un énorme plus. Sur le CV, sûrement, mais à titre personnel, énormément. Mais voilà, les conseils que je peux donner. Anticiper pour le dossier. Vraiment anticiper, faire un beau dossier. Ne pas hésiter, en fait, à demander à des gens qui ont fait le CEFAG avant nous de nous envoyer leur dossier s'ils ont la gentillesse de le faire. Moi, j'avais participé à un atelier de thésée, donc c'est le club des anciens du CEFAG, qui avait lieu dans mon université et c'est ouvert aux gens de l'université. J'avais participé pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. avant, et je l'avais mis sur mon CV et j'avais fait une présentation. Donc, j'avais mis sur mon CV et j'avais pas hésité à le dire. Et puis après, il faut se dire que le CEFAG, il y a plein de gens qui se mettent une pression folle en mode j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mon dossier, nanani, nanana. En fait, le CEFAG, ça accompagne des doctorants en deuxième année. Donc, on est tous les mêmes en deuxième année, en fait. Donc, il faut pas, ça rejoint un petit peu l'idée de tout à l'heure. C'est pourquoi est-ce que tel professeur de telle université s'intéresserait à moi? Le CEFAG, c'est pareil. Oui, il y a beaucoup de candidatures, mais c'est un programme d'accompagnement doctoral. Donc, si vous avez déjà tout vu et tout fait, c'est pas non plus. Donc, anticipez sur le dossier. Si y a un atelier de thésée chez vous ou en ligne ouvert, puisque maintenant il y en a en ligne, allez voir. Demandez des dossiers à vos collègues. Et puis, ayez confiance en votre parcours aussi. Ça, c'est très, très, très important. C'est pas parce qu'on vient d'une petite université provençale qu'on peut pas, en fait, être sélectionné. Voilà, après, il y a des auditions. Je sais que depuis que moi je l'ai fait, le format a dû évoluer. Je sais qu'il y a des années où ils demandaient des vidéos, des choses comme ça. Nous, on me demandait pas de vidéo. Mais voilà. Et puis, un gros plus, ça c'est toujours demandé, je crois. Mais si vous avez une lettre d'invitation d'un professeur, c'est bien de la mettre dedans. En tout cas, anticipez le dossier. Prenez des exemples d'autres personnes pour qui ça a fonctionné, par exemple, ou que vous connaissez. Pour le dossier du CFAG, il faut un TOEIC. Donc, ayez un TOEIC à jour. Voilà. Anticiper. Aller à un atelier de thésée en ligne, il y en a plusieurs en ligne là, donc ça c'est important aussi. Et puis voilà, et puis faites un dossier clean, ça prend du temps. Moi, mon dossier du CEFAG, j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Quand j'ai été sélectionnée pour les auditions orales, j'ai passé du temps à me préparer. J'ai vraiment passé du temps à bien préparer ma présentation.
Et voilà, après, ayez confiance en votre parcours, mais surtout, vous ne mettez pas la pression en mode enfin, voilà, j'ai fait que ça pour l'instant. Enfin, vous êtes en 2e année, donc forcément, vous avez fait que ça en 2e année, en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut juste, c'est montrer que vous avez quelque chose, voilà, même si c'est pas clair, c'est normal. Mais voilà, disons que si vous êtes très impliqué dans votre thèse et que vous en parlez avec, moi c'était ça mon point fort, je pense, c'est que j'en parlais avec passion et avec beaucoup d'envie et avec beaucoup d'implication. Mais si vous êtes impliqué dans votre projet de thèse et que ça vous plaît, forcément vous allez en parler avec enthousiasme, quoi. Mais que vous n'ayez pas tout fait, tout vu, tout compris et que votre thèse vous paraît abstraite encore, ça c'est normal, ils le savent, quoi. Je compléterai pas comme, comme mon dossier. Je suis arrivée au même stade que toi, aux auditions, etc. Et puis, post-Covid, ils avaient enlevé un certain nombre de places au CEFAC cette année-là et j'ai pas été retenue. Oui. Après, ça, c'est un critère important. Tu as raison de le mentionner parce que CEFAG, quand tu vas à l'audition, je crois qu'après, il y a, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais tu as quand même 2/3 de places après. Donc, quand tu as le nombre de places normales, tu as quand même de bonnes choses. À la fin, il y a 14 places. Je crois que nous, on était 20 ou 21 auditionnés et il y avait 14 places, moi. Il n'y en a plus que 10. Nous, ils avaient réduit à 9 ou 10. Et puis, ils font un arbitrage en fonction des universités. On n'a pas le droit d'être plus de doctorants. Nous, Dauphine, on était trop nombreux aussi. Donc, par exemple, moi, l'année où je l'ai fait, il y avait la moitié, c'était des universités parisiennes et de Dauphine, il y avait 4 personnes, je crois. Voilà. On arrive à chaque fois avec 10 dossiers de candidature, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, vraiment, si vous avez une lettre d'un professeur d'invitation, mettez-le dedans aussi, c'est très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Je me permets juste, avant de terminer, vous savez, je vous en ai parlé, il y a un ouvrage qui va sortir bientôt dans lequel j'ai mis un chapitre avec Sarah Mer qui est à Liezeg. Alors nous, on a fait un chapitre sur le visiting, mais c'est un ouvrage très complet. J'ai reçu le sommaire, il y a presque 20 chapitres sur tout ce qui va concerner la thèse quand on est doctorant, mais il y a vraiment toutes les questions que vous pouvez vous poser jusqu'à la fin de votre thèse. Absolument tout est dedans, ça va du démarrage de la thèse aux auditions au poste en passant par le visiting, la rédaction, il y a tout qui est abordé, ça sortira bientôt. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir parce que j'en avais parlé sur un des tweets en question et les coordinateurs de l'ouvrage, dont notamment Hugo Gaillard, a donné quelques infos, il y a des interviews dedans, alors je peux peut-être pas trop en dire, j'en sais rien, mais de Thomas Roulet, d'Hervé Dumez, voilà, il y a plein de belles personnes qui ont accepté, beaucoup plus expérimentées que ma génération à moi, qui donnent aussi plein de conseils. Il y a beaucoup de chapitres et voilà, de très belles personnes. Donc, ça donnera tous les conseils. Il y aura le visiting, il y a un chapitre sur le CEFAG, il y a un chapitre sur tout. Voilà, on essayait ils ont essayé de penser à tout et on a essayé de remplir au mieux. Donc, tenez-vous informés sur les réseaux. Ils en parleront, je pense, sur LinkedIn, Twitter. Du coup, c'est spécifique aux sciences de gestion. C'est la thèse en spécifique aux sciences de gestion. Et ça s'appelle comment? Et le titre, ça sera quoi? Le titre, ce sera quoi? Je ne sais plus, mais je crois que ce sera quelque chose du genre l'expérience de la thèse en sciences de gestion ou un truc du genre, quoi. Donc, et sincèrement, je regarde en même temps, mais sincèrement, ils ont vraiment balayé très large. Donc, on vous remercie parce qu'il nous manque ce bouquin pour le moment. Ah, mais ce livre est vraiment... Et puis, ils ont fait ça très bien. Ça a été coordonné par Hugo Gaillard, Juliette Sen, et j'en oublie d'autres. Mais voilà, ils ont fait un très bel ouvrage et ce sera labellisé FNEJ, j'espère. Mais en tout cas, c'est porté par la FNEJ et c'est porté par... Ça doit sortir chez EMS, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Donc voilà. Et il y a tout ce qui peut vous concerner du début à la fin et même après. Parfait. Voilà tout. Merci beaucoup. Alors, merci. Un petit mot de la fin. Merci à vous deux, Juliette Sermeno et Émilie Ruiz. C'était passionnant, très enrichissant. On a appris plein de choses. J'ai l'impression que maintenant, on a quand même toutes les clés en main pour préparer un visiting et puis pour partir. Je voulais juste aussi, je voulais remercier aussi tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre ce séminaire. Donc, il sera en ligne, disponible en ligne aussi sur YouTube, sur la page de la commission des doctorants de l'IMS. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se retrouver donc à l'IMS, à la conférence annuelle qui a lieu l'année prochaine à Strasbourg du 7 au 9 juin.
Et donc, les doctoriades seront à nouveau organisées la veille de la conférence, le 6 juin. Et la date à retenir, c'est le 23 janvier pour soumettre les articles. Bon, donc pour candidater à la conférence annuelle, mais aussi à l'atelier doctoral. Il y Merci aura à aussi tous. les cas pédagogiques un peu plus tard. Ah oui, ok. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci encore. Merci. Passez une bonne après-midi. Merci. Bonne journée et Au bon revoir. week-end. Au revoir.